Je pense que la fainéantise, c'est une allergie à la besogne inutile. On prête à Bill Gates qu'il aurait dit « J'aime bien embaucher des fainéants parce qu'ils vont toujours trouver le moyen le plus rapide de faire. » Et je l'ai vu dans les entreprises dans lesquelles j'étais, je voyais qu'ils étaient des besogneux. Et je me disais « Mais pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats ?» T'as réellement un unfair advantage à mieux manger, à faire du sport, à bouger, à être concentré. Warren Buffett, tu crois qu'il fait du kung-fu ou quoi? Warren Buffett, il mange des sodas et tout. J'ai plein de gens qui m'ont dit si t'as besoin d'invités d'ailleurs pour le podcast, tu vois. Ouais, Frère, je t'ai jamais vu dans mes commentaires. Qu'est-ce que tu viens de... Covid-19. Waouh. Tu dois avoir un pass sanitaire. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte. On était super proches en termes de symbolique, de choses qu'on a vues dans des livres d'histoire, dans des dictatures. Et ce qui est ouf, c'est à quel point, sous prétexte sanitaire, on a réussi à mettre la population sous tutelle. Nous sommes en guerre. Et à lui faire accepter de force des remises en question des libertés fondamentales. Action, comme dans Harry Potter. Ok le boss. Ça va le frère? Bon bah nous voici pour le 118e épisode de l'épisode de la saison, on n'a toujours pas trouvé le nom. Le concept est simple, j'ai 10 sujets, Kevin a écrit 10 sujets. On va chacun dire un nombre entre 1 et 10 et à chaque fois on tombe sur le sujet de l'autre et on doit parler sur ce sujet. T'es prêt le boss? Ouais, si du coup ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et surtout nous mettre dans les commentaires des mots qu'on pourrait aborder. Ça peut être n'importe quoi, hein. Comme vous avez dit, on parle un peu de relations amoureuses, on parle de leurs relations professionnelles. Ouais. N'hésitez pas, ça nous ferait plaisir. Ouais. Alors, c'est à qui? Du coup, comme toi, tu ouvres le bal, c'est à moi de... Si tu me donnes un numéro. Je te donne un numéro 10. 21 podcasts. Ouais. Alors, je sais pas si c'est 21 ou 23, mais je sais ce que tu veux dire. En fait, il y a un chiffre en podcast qui est que au-delà d'un certain nombre d'épisodes diffusés, tu entres dans le 1% des podcasteurs qui continuent. J'ai pas tous les chiffres, mais tu vois, en fait, il y a énormément de gens, c'est facile d'avoir une idée de podcast, ouais, j'ai un podcast, de trucs. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière en termes de marketing, en termes de production, en termes de distribution derrière. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, surtout, ils voient les écoutes, tu vois, et puis ils se lancent, et puis, je sais pas, au 4e ou 6e épisode, ils ont genre 47 écoutes. Ils ont l'impression que ça sert à rien, tu vois. Et ils peuvent très vite se décourager. Et puis, en fait, la motivation, en fait, quand elle n'est pas suivie de discipline et surtout de détermination, parce que la détermination, c'est le fait de continuer malgré, tu vois, les résultats, et surtout si tu as des résultats négatifs, fait que il n'y a que 1% des podcasts qui se lancent qui atteignent le nombre de... il me semble que c'est 23 épisodes. Je ne sais plus si c'est 21 ou 23 épisodes. Ça ne change pas grand-chose. Et après, et je pense qu'il y a voilà, et après, tu vois, tu vas avoir une courbe genre lunaire en gros, tu dois avoir un nombre, dans ces 1% de gens qui continuent, et qui ont 400, 500 épisodes, et c'est, voilà, c'est juste, mais tu sais, c'est comme sur les réseaux sociaux, le nombre de gens, tu vois, moi sur LinkedIn, par exemple, c'est là où j'ai le plus percé, le nombre de gens, quand j'ai commencé à 3 ans, qui étaient là, je vais pas donner les noms, tu vois, mais j'avais des gens de mon master, j'avais au moins 3 personnes en master qui postaient régulièrement et tout, qui se prêtaient au jeu, et il y en a un, elle est restée 3 mois, l'autre elle est restée 3 semaines, il y en a un il a tenu 5 mois, tu vois. Et le nombre de gens en fait, si tu veux que tu vois c'est un peu comme une course où tu les vois avec toi, à un moment ils s'arrêtent et toi tu continues, et ils reviennent jamais. Et en fait juste le fait de continuer, pas forcément d'être meilleur qu'un autre, mais juste le fait de continuer et de jamais s'arrêter te donne un avantage sur tellement de gens. En fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent et moi je suis assez impressionné. Je sais pas comment il en a fait Hormozy. Je crois qu'il en a fait plus de 200, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, moi, il y a des chaînes, par exemple, pareil, Génération Do It Yourself, ils sont à 240, 250, quelque chose comme ça. Ouais, enfin, c'est fou. C'est un truc de malade. Et ouais, t'imagines le travail qu'il y a derrière de distribution, de machin. Mais moi, je sais que maintenant, par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message parce que je suis passé sur BFM et du coup, des gens sont venus me voir en mode j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien t'interviewer et tout à mon audience. Et la question que je pose, c'est OK, combien de podcasts t'as enregistré, tu vois. Et si c'est 3 à 4, je sais que c'est une perte de temps, tu vois. Ouais. Le podcast, il va faire 100 vues maximum, ça va partir dans les oubliettes de YouTube ou du podcast, etc. Donc en fait, il y a un moment, tu vois, faut montrer ta détermination aussi aux personnes que tu veux inviter. Et
c'est aussi une marque de respect, tu vois, d'inviter des gens et d'aller au bout des choses, quoi. Mais c'est vrai que je comprends pas d'où est-ce que ça vient, ce manque de discipline. Moi, je pense que ça vient pas mal, et on en a parlé un petit peu hier, mais de l'environnement. Parce que c'est hyper compliqué de se dire, OK, il y a beaucoup de process, tu vois, déjà. Faut inviter les invités, faut se rendre dans un studio ou le faire en ligne. Mais en ligne, en général, ça marche pas très bien, tu vois. C'est très cheap. Il n'y a aucune grosse chaîne YouTube qui a fonctionné avec des enregistrements Il y en a une en Zoom. en business. Ah ouais, ça s'appelle My First Million podcast. Ok. C'est pas mal d'ailleurs ce qu'ils font. Ok. C'est ce que j'envoie au bootcamper quand ils me demandent. D'accord. Mais le reste, c'est beaucoup mieux en studio, hein, clairement. Ouais. Et du coup, c'est que du live, du Zoom? Ouais, ils font énormément de shorts. Je te filerai après, il faut que tu ailles sur le My First Meal Pod sur Insta. Ils font, en fait, le truc, c'est qu'ils font tellement d'editing en rajoutant des trucs derrière que limite, c'est pas très grave le fait qu'ils soient à distance. Mais par contre, ils ont des bons setups, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'est par rapport en studio, c'est ouf là, à quel point. Ouais. Mais moi, je l'ai fait, hein, tu sais, j'avais sur ma chaîne YouTube, j'ai interviewé beaucoup de gens, à un moment. Puis j'ai arrêté aussi, pareil, mais je crois que je suis pas allé à 22. Je suis allé à 10, pareil. Mais j'étais pas sur le podcast encore. C'est vrai que le podcast, c'est encore plus compliqué parce que... tu vois, il y a pas... On se posait la question la dernière fois, il n'y a pas tant de podcasts qui ont... entrepreneurs qui ont du sens, tu vois. Enfin, les newbies entrepreneurs qui veulent aller sur du podcast, il n'y a pas non plus tant de trucs en ligne, quoi, en vrai. Il y en a un petit peu, tu vois, genre, il y a Génération Do It Yourself, il y a Conquête de Jordan aussi, je crois qu'il en a fait 7, Chenevier. Ouais. Ça s'appelle c'est Conquête, continu, je crois. je sais même pas. Ouais. Je sais pas, tu vois, c'est ça, tu sais jamais vraiment le truc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que si tu vas atteindre les 22, alors bien sûr, il faut de la discipline, il faut apprendre ce que c'est la discipline, parce qu'il y a des trucs parfois qui te font chier de les faire, mais il faut les faire quand même. C'est la différence entre la motivation et la discipline. Il y a un truc, pour moi, c'est l'environnement dans lequel tu vas faire ton podcast, tu vois. La première chose à faire, c'est investir de l'argent. C'est-à-dire que quand tu commences à acheter ta première caméra 4K, quand tu commences à investir dans un micro, quand tu commences à investir dans une light, déjà, tu te punis un petit peu. Tu te dis, bon, ok, c'est parti, let's go, on y va, j'ai dépensé de l'argent et même, il faut au moins que je rentabilise, tu vois, les 4 000, 5 000, parce qu'un setup comme ça, ça coûte presque 20 000 euros, tu vois, là où on est. Il faut au moins que je rentabilise l'investissement que j'ai fait, quoi. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller déléguer des choses qui te prennent du temps assez rapidement. Ne serait-ce que, tu vois, les miniatures. Je pense que les miniatures, c'est hyper important. Tu lances un studio, sur YouTube, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'ont montré. De s'entourer de gens qui savent faire ça, tu vois, de gens qui vont aller prospecter des gens. Et alors, si vous partez de zéro et que vous lancez un podcast et que vous voulez atteindre le top funnel, enfin le top des gens influents, il y a un petit hack qui peut être intéressant qui est en fait, tu as deux stratégies, un peu une stratégie pyramidale. La stratégie pyramidale, c'est de te dire, ok, tu as en bas les influenceurs qui sont moyens, tu vois, qui n'ont pas beaucoup d'audience, mais ils sont quand même assez reconnus. En numéro 2, tu as les audiences un peu plus au-dessus. Et en numéro 3, tu as les top leaders, quoi, tu vois. Je crois que c'était Guillaume Houbèche qui avait fait un truc comme ça, qui avait inversé la pyramide. Il avait tapé directement les mecs les plus hauts dans le podcast. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, et ça arrive dans beaucoup de cas, que ces gens-là, on n'ose pas aller les démarcher. On n'ose pas aller leur proposer de les inviter, tu vois. Par exemple, Oussama Ammar, c'est typiquement le genre de mec qui accepte pratiquement tous les podcasts. Il est dans toutes les chaînes, pratiquement. Bon, il n'y en a pas tant que ça dans lesquels il est passé, tu vois. Ouais. Mais il sait que s'il va enregistrer un podcast, ça va faire un contenu en plus pour lui et ça va aider quelqu'un à se lancer. Et du coup, c'est fine, tu vois. Il y a très peu de gens, je pense, qui vont refuser des podcasts. Et si tu arrives à faciliter à faciliter le truc, quand tu montres que tu as un petit peu investi, quand tu montres que tu as du bon setup, quand tu montres que tu as tu vois, déjà 20 invités, quand tu as déjà enregistré X épisodes, quand tu fais des épisodes tout seul, quand tu vois que ton podcast il est bien noté, etc.
Et il avait fait du coup de la prospection, lui. Il avait posté ça sur sa chaîne, sur son canal Facebook. Et du coup, il avait invité le mec, tu vois, le CEO, l'ex-CEO du Salesforce, celui qui avait Benioff écrit The Predictable Revenue, un bouquin assez connu. Aaron, je sais pas quoi, c'est Sorkin. Aaron, ouais. Non, mais Aaron Sorkin, c'est peut-être un. Et il l'avait je sais pas. invité. Je vais regarder. Mais en tout cas, voilà, il l'avait invité, tu vois, vraiment des gros leaders d'opinion. Donc, moi, je pense que faut pas hésiter à aller essayer de taper des gros influenceurs très très tôt, parce que comme toi, hein, c'est un peu comme ça que tu as fait, hein, t'as directement tapé dans le mille. Après ça s'est passé un petit peu de manière, voilà, tu m'as expliqué comment ça s'était passé, par hasard, etc. Mais tu as été quand même mis en relation avec Oussama Ammar pour ton premier podcast, ça t'a permis de décoller assez rapidement et de devenir Vidéo. Vidéo. Mais j'ai fait des podcasts avant, j'ai fait 25 podcasts avant lui. Quand même. Ouais. Mais ça t'a fait un peu décoller, toi, ça a été quoi ta stratégie sur le lancement du podcast, par exemple? T'en as eu déjà une stratégie ou tu t'es Alors, déjà, attends, avant que je revienne là-dessus, tu as dit plein de trucs intéressants sur la stratégie d'aller taper. Attends, parce que je te l'ai dit comme ça, tu me rappelleras. La stratégie d'aller taper les gens haut, et surtout comment, tu vois, comment tu crées une invitation de podcast ou de n'importe quoi pour quelqu'un. C'est-à-dire comment t'écris à quelqu'un qui a pas le time, de 1. De 2, tu vois, et voilà, j'ai oublié. Et de 2, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que tu as dit plein de trucs super importants sur la motivation et la discipline. Bah, j'ai peut-être passé là-dessus, en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a, dans les créateurs de contenu, que ce soit de l'image, de l'audio ou autre, tu as 2 types de créateurs. Où tu as plutôt deux états d'esprit face à la création. Le premier état d'esprit face à la création, c'est tu récoltes la dopamine en fonction du résultat. Donc en fait, tu vas regarder les stats et tu vas dire « Ah, ce truc, il n'a pas marché, c'était de la merde, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. » Et l'autre état d'esprit, c'est de récolter de la dopamine en fonction de si tu as pris du plaisir et si tu es content du taf, tu vois. Le problème, c'est que tu laisses l'appréciation de ton travail aux autres, à l'algorithme, à, je sais pas, peut-être les conditions météorologiques, je sais pas. Et du coup, certaines personnes que moi je connais sont capables d'avoir des réactions positives ou négatives, même d'humeur, en fonction de leurs résultats. Ça, j'accepte, je comprends, mais c'est pas du tout mon truc, tu vois. Et les autres qui vont plutôt se dire « Ok, j'ai dit que j'allais faire 100 épisodes de podcast et je continuerai, tu vois. » Et en fait, les trucs se cumulent et souvent, c'est ça en plus qui est ouf. C'est qu'en fait, quand tu regardes les courbes, elles sont souvent comme ça. Tu vois, c'est la courbe This is Pointless de Jack Butcher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, tu continues. Et en fait, tu te dis toujours, c'est comme les boîtes. Quand ta boîte, elle marche pas, quand est-ce que tu kills de dog, tu vois? À quel moment tu dis, putain, il a assez souffert, mon truc, faut vraiment que je le kill. Donc en fait, c'est à quel moment la détermination se transforme en... Obstination. Ouais, je sais pas dire obstination, peut-être, ouais, on peut dire acharnement thérapeutique, tu vois. Moi, j'en vois des gens qui ont des boîtes et qui se mettent les trucs comme ça, c'est de l'acharnement thérapeutique, ça fait des années que, tu vois, ils sont sur un truc qui a aucun sens. Et les gens te disent, oui, mais il y a plein d'exemples de gens, parce que justement, ces gens, ils sont cette courbe. Et c'est difficile, en fait, de se dire, est-ce que je suis pas dans la bonne courbe ou est-ce que je suis pas dans le bon truc? Mais sauf que le problème, c'est que les gens, ils s'arrêtent souvent beaucoup trop tôt, globalement. Et c'est aussi le fait que, c'est pour ça, moi, ce que j'aimais pas dans le growth marketing et ce qu'on appelle fake it until you make it, qui était très, très courant, tu vois, dans les années 2010 et début des années 2020 sur... ouais, t'es faké que t'as un truc et tout. En fait, les gens, ils ont un radar à bullshit. Maintenant, si tu fais une offre avec des ads et tout, moi, si je vais sur ta page, qu'il n'y a pas de review, que je sens un truc, je vais sentir la naphtaline très rapidement. Et en fait, le truc, c'est que si tu prends pas ton projet au sérieux, les gens vont pas prendre ton projet au sérieux. Tu vois? Et du coup, bah oui, comme tu as dit, si t'as fait... voilà, j'ai record 57 épisodes de podcast, il y avait un tel, ça force le respect.
Tu vois, Maud, à la VES, un jour, elle m'avait donné, elle m'a donné une histoire. Il y a un gamin qui était venu, il avait 18 ans, et il a sorti un podcast. Je vais pas l'afficher, donc je vais pas dire son nom. Il a invité la Maud dans le podcast. Et Maud lui a dit, écoute, c'est très cool et tout, juste, voilà, petite réponse. Je vais pas venir pour l'instant, mais écoute, réécris-moi. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, réécris-moi quand tu as tourné et sorti 10 épisodes. Et ben, à ton avis, il a sorti les 10 épisodes ou pas? Non. Il est jamais arrivé au 10e et il a kill le podcast. Ouais. Donc, carrément. Pour revenir, donc ce que tu as dit aussi sur les gens influents, il y a un truc, je crois, qui s'appelle le syndrome Brad Pitt. Le syndrome Brad Pitt, c'est que personne n'écrit à Brad Pitt sur Instagram. Enfin, les gens sérieux n'écrivent pas à Brad Pitt sur Instagram. Ils n'écrivent pas à Brad Pitt en pensant qu'il va avoir une réponse. Tu vois. Et la question, c'est à quel moment commence le syndrome Brad Pitt. C'est-à-dire à quel moment la personne elle est assez grosse où tu te dis je vais pas écrire. Et à quel moment tu te dis bon, la personne elle peut-être elle est assez grosse, mais peut-être qu'elle a un service marketing qui va te répondre. Et à quel moment tu te dis il y a aucune chance que je reçoive une réponse. Eh ben figure-toi que dans le business en tout cas, je pense que le syndrome Brad Pitt, j'ai eu la preuve qu'il y a des gens qu'on estime vraiment fat et ils vont pas forcément... À quel moment ils répondent déjà à ton message et à quel moment ils lisent. Parce que c'est pas parce qu'ils répondent pas qu'ils lisent pas. Tu vois, moi je réponds à très peu de messages, mais je lis beaucoup de ce qu'on m'écrit, tu vois. J'ai écrit à Cody Sanchez. J'ai eu une réponse officiellement de sa boîte marketing, enfin de son équipe. Donc il m'a répondu. J'ai un pote qui l'a écrit à Simon Sinek par mail. Il a eu une réponse de l'équipe marketing qui a refusé. Donc il a eu une réponse de refus. J'ai écrit à j'ai tagué une Instagrammeuse sur une story Instagram qui s'appelle Noolita. Et elle m'a liké, tu vois, ma story. Et donc je lui ai dit merci, tu vois, merci d'avoir parlé ouvertement du sujet de l'argent et tout. Et elle m'a répondu avec plaisir, merci pour la story. Et je suis sûr que c'est elle qui me l'a. Enfin, je pense, tu vois. Ouais. Elle a 2 millions d'abonnés. Moi, je l'ai automatisé, ça. Dès que quelqu'un me tag ou repartage une story sur mon compte, j'ai programmé des messages aléatoires. Ah, non, mais ok. Bon, ben peut-être. Mais j'avais l'impression que tu vois, j'ai écrit 2 trucs et j'avais l'impression que c'était. Et tu vois, elle a 2 millions quand même d'abonnés. Ouais. Mais parce que les Instagrammeuses lifestyle aussi, je pense qu'elles doivent être super. En fait, il faut qu'elles fassent hyper gaffe parce que leurs audiences sont hyper casse-couilles et sont très untitled. Et elles pensent que ça y est. Et dès que tu fais un truc, elles vont dire ah mais comment elle se prend trop pour une reine maintenant, tu vois. Ouais. Bref. Et le dernier truc, c'était quoi que j'avais dit? Comment est-ce que tu les contactes au final? Ouais. En fait, les gens, c'est ouf à quel point ils mettent pas les formes, quoi. Tu vois. J'ai été invité par Le Crayon. Et ils ont bien fait les trucs, tu vois. Ils m'ont envoyé, tu vois, tout un pitch, etc. J'y suis allé. C'était cool. Et à la fin, le gars m'a envoyé un dossier de presse après le podcast. Il y avait 10 capsules vidéo qui étaient sous-titrées, qu'il avait été monté du podcast. Il m'avait fait un pré-post LinkedIn, je crois, ou une pré-biographie. Et il m'a donné une miniature. Et il m'a envoyé ça par mail. Il m'a mis ça sur un fichier Swiss Transfer. J'ai réutilisé les capsules. J'en ai réutilisé 4 ou 5. Une sur LinkedIn, 4 sur Instagram et TikTok. Donc, tu vois, ça fait plaisir. Ça, c'est la bonne stratégie. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait sur BFM. Quand je suis passé sur BFM aussi, ils m'ont envoyé un fichier. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire un fichier de presse de ouf, mais juste, moi, des liens Vimeo que je pouvais télécharger et des capsules de mes vidéos qui étaient montées. Un truc important, c'est quand même d'avoir un petit filigrane sur la vidéo pour pouvoir, tu vois, Le Crayon ou BFM, un BFM, tu vois, en haut à droite. C'est quand même bien d'avoir ne serait-ce que un petit branding dessus. Ouais, moi, il y a des trucs que tu as dit qui j'aimerais rebondir sur. La première chose, c'était sur jusqu'à quel moment tu t'arrêtes pour pouvoir. À quel moment tu arrêtes ta boîte
quand elle marche pas. Le problème, c'est que je pense, le problème vient des médias et du storytelling américain. Tu sais, je sais pas si tu connais l'histoire, mais Facebook, je crois, a mis 15 ans avant de gagner de l'argent. Amazon en a mis 8, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Slack a mis 3 ans aussi à vraiment décoller. Airbnb a mis 5 ans avant vraiment de trouver ses premiers utilisateurs, etc. Et du coup, ça te donne un truc en mode waouh, putain, le mec il a galéré pendant 5 ans et Ouais. peut-être qu'un jour, moi je vais faire pareil. J'ai galéré pendant 5 ans, mais je vais décoller un moment, tu vois. Et je pense que la différence qu'il y a entre. C'est pour ça que je disais l'obstination, et c'était quelque chose qu'Oussama me disait pas mal à The Family, c'est qu'il y a des gens qui s'obstinaient. Ça veut dire des gens qui font toujours la même chose en attendant que ça marche, et des gens qui sont déterminés, c'est-à-dire des gens qui changent jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Et je pense que dans un premier cas, c'est de la psychiatrie, Ouais. et dans l'autre cas, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a des choses, par exemple chez Airbnb, en day one, quand ils se sont lancés, qui ne marchaient pas. Et la capacité qu'a eu le fondateur à comprendre et à avoir la vision pour que ça marche, que ce soit par le design, de mettre en avant des reviews, d'aller chercher des utilisateurs, de faire plein de techniques différentes pour pouvoir acquérir des gens, c'est ce qui a fait la réussite d'Airbnb. C'est pas le projet, c'est pas l'idée Airbnb, c'est le fondateur qui a créé Airbnb. Et si tu prends 3 fondateurs qui vont monter tous les 3 Airbnb, ils vont tous avoir des courbes de croissance différentes. Parce qu'en fait, ce qui crée la boîte, c'est le fondateur. Et la vision que le fondateur a, tu vois. Donc ta capacité à itérer sur les choses qui fonctionnent et de rapidement voir des signaux marché pour pouvoir adapter ton offre à un type de client spécifique, c'est ça qui va faire la différence. Donc par exemple, si aujourd'hui, tu as lancé une offre, et ne serait-ce que pendant un mois, tu vois, je pense que tu peux même valider une offre marché, toi tu disais en 24 heures, mais je pense même en quelques heures sur 3-4 posts LinkedIn, 3-4 posts sur des groupes Facebook, tu peux valider un marché. Sur un post Instagram, tu peux voir un peu s'il y a de l'appétence marché ou pas, tu vois. Et je pense que les gens sont obstinés et se disent ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et je pense que ça vient de plusieurs choses, dont une chose principale de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est l'ego. Parce qu'ils n'ont pas envie d'échouer. Ils n'ont pas envie de se dire que leur projet ne marchera pas. Et la deuxième chose, c'est l'effet ce que j'appelle Ikea. C'est-à-dire qu'ils sont attachés émotionnellement à quelque chose qui ne tient pas debout, tu vois. C'est comme si tu montais un meuble pendant, je sais pas, 5 jours. Tu as passé 5 jours à monter le meuble, et ce putain de meuble, il tient toujours pas debout, tu vois. Il est toujours pas stable. En fait, c'est pas toi le problème, c'est le meuble. Le meuble, il marche pas. Donc juste supprime ce meuble, soit rends-le à Amazon, soit rends-le à Ikea, etc. et commande-en un autre, tu vois. Et on en a parlé récemment dans le podcast, c'est qu'est-ce que la rapidité que tu as à rapidement sauter d'une idée à l'autre pour trouver celle qui va fonctionner et rapidement abandonner les efforts que tu as faits pour le bien de ta boîte, pour le bien de ta vie, pour le bien de ton futur, quoi. Et je pense que les gens s'obstinent à travailler d'abord sur des process, tu vois. Ils construisent des choses très compliquées avant d'avoir des clients et de pouvoir les accueillir. La meilleure chose que vous puissiez faire en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver vos premiers clients très rapidement. Et je vous souhaite, honnêtement, que ce soit très rapidement le bordel, que vous puissiez pas dormir de la nuit parce que vous avez trop de demandes, que vos clients se plaignent parce que vos process sont nuls, que vous remboursiez des clients et que vous viviez toutes ces choses-là, parce que si vous vivez toutes ces choses-là, c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est que vous avez trouvé un marché. Vous avez trouvé des gens qui sont prêts à vous payer pour résoudre le problème. Et beaucoup de gens vont dire, mais non, mais c'est horrible, t'imagines, j'ai remboursé 5 clients, oui, mais t'en as eu 10 000 qui se sont inscrits, tu vas en trouver d'autres. Oui, mais mes process, ils sont pas clairs, mais tu vas les payer, tu vas les trouver autrement. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous vous lancez demain et que vous ne savez pas faire des choses par vous-même, par exemple, vous faites des cours, des formations gros hacking, comme moi, vous ne savez pas faire du gros hacking, eh ben, revendez une formation qui existe déjà et vous prenez une commission dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à aller récupérer des choses qui existent déjà et les plugger dans ton offre, tu vois. Par exemple, j'ai une amie récemment qui m'a dit qu'elle voulait faire des cours de yoga dans les entreprises.
Elle connaît rien au yoga, tu vois. Elle a que suivi des cours de yoga. Ouais. Elle veut faire des retraites, etc. Je lui dis, mais en fait, tu vas passer 1 mois à processer tout le truc. 1 mois. Je lui dis, tu peux commencer demain. T'appelles, tu trouves juste 2-3 partenaires potentiels, tu vois. Tu regardes leur prix, tu dis, OK, tu négocies juste la tarification, c'est 3 000 euros. Moi, je vous facture 5 000 et moi, je gagne 2 000, vous gagnez 3 000. Ça vous va? Deal, let's go. T'appelles des entreprises, tu vois. Et avec les entreprises, tu closes le deal à 5 000 et tu prends 2 000. Ensuite, quand tu as validé l'hypothèse, tu crées une offre qui est meilleure que celle que ton partenaire, tu vois. Et c'est très facile de pouvoir tester des marchés comme ça en allant récupérer des choses qui existent déjà. Voilà, le petit aparté sur ça. La deuxième chose que tu as dit, c'est que les gens importants te répondent, et je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a des histoires assez surprenantes sur ça. Je crois que c'était Steve Jobs qui avait appelé le CEO quand il avait 8 ans, je crois qu'il avait appelé le CEO de je sais plus quoi. C'est pas Spielberg. Attends, faudra que je sais plus. Je sais plus, mais il avait appelé un CEO comme ça au téléphone. Il avait 8 ans et du coup, il l'avait invité dans les locaux. Je crois que c'était chez Google, si je me trompe pas. Il était fan de cette boîte et il a décroché son téléphone. Il a appelé le fondateur, le CEO à l'époque. Il avait trouvé le numéro. Je sais plus. Mais Steve Jobs, il est plus âgé. Mais oui, c'est pour ça que je doute. Mais c'est un peu chelou ton histoire là. Il y a une histoire comme ça où oui, il y avait une histoire comme ça. De 18 ans avait fait ça. Et Niel aussi, pareil, est accessible par mail. Il répond à tout le monde apparemment. Lui, il est inbox 0. Bah, il y en a beaucoup. En fait, je pense qu'il faut passer par. De toute façon, tu les vois, les gens importants, ils sont toujours avec leur smartphone. Ouais. Donc, et ils jouent pas à Candy Crush. Donc ça veut dire qu'ils ont un numéro et qu'ils écrivent aux gens. Tu sais, tu l'entends souvent d'ailleurs, quand les joueurs de l'équipe de France sont pas sélectionnés, blabla, tu entends souvent les polémiques, ouais, et puis il m'a pas appelé alors qu'il a mon numéro. Tu sais, donc ils ont, enfin, tu vois, il y a des numéros, enfin, voilà, tout le monde a ses numéros. Les gens lisent les mails ou alors ils ont des assistants, parce que tu as 2 types de personnes dans les gens dans les mails. Tu as des gens qui répondent eux-mêmes à leurs mails et tu as des gens qui ont des assistants qui répondent à leurs mails. Ouais. Moi, je suis pas très important, mais je réponds pas à mes mails. Tu vois, parce que moi, Manon me répond à tous mes emails, par exemple. Non, mais ça fatigue oui, mais surtout les trucs de prospection, etc. Non, en fait, les gens sont nuls juste pour te faire un message, tu vois, genre... c'est ce que tu disais, en fait. Moi, si quelqu'un me dit « Hello, j'ai vu que tu faisais ça, voilà ce que je propose, voilà ce qu'on va gagner ensemble », t'es chaud, tu vois. Pas des synergies, viens, on fait un call, on réfléchit ensemble. En fait, arrive déjà avec l'idée que tu veux me donner. Putain, les gens, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, beaucoup de gens, ils disent limite « Ça va ?» Salut, ça va? J'en ai eu des gars comme ça. Ou alors des gens qui viennent commenter tes posts en disant je t'ai laissé un message. Bah, si je t'ai pas répondu, c'est que je suis pas intéressé, tu vois. Ou alors que j'ai pas envie de lire ton message de 10 km, tu vois. Les Français n'arrivent pas à synthétiser les choses qu'ils veulent, dire. C'est pas tout que le monde. hein. Les Anglais sont quand même, les Américains en tout cas, sont quand même meilleurs dans l'approche, je trouve. Moi, je reçois des messages de prospection. Ouais. Ils sont un peu plus sympas, genre ils sont plus, ça dépassera rarement 4 lignes, quoi. Tu vois. Il y a un article de Paul Graham sur, tu vois, How I Respond to Email. Donc Paul Graham, multimilliardaire, il a investi dans des boîtes Stripe, Airbnb, tu vois, des boîtes comme ça assez early. Donc maintenant il est milliardaire. Hein. Et il a monté Y Combinator, donc un des plus gros accélérateurs de start-up. Et un jour il a dit, globalement, je réponds assez vite aux emails. Tu vois, et je suis capable, tu vois, parfois je reçois des emails et je suis capable de répondre 5 ou 10 minutes après, tu vois. Et il dit, pour autant, il y a des emails, ça fait 2 ans qu'ils sont non lus et que j'y répondrai probablement jamais. Et c'est parce qu'il dit, il y a des trucs, je me suis dit qu'il faudra un jour que j'y réponde, mais c'est juste qu'en fait, la charge mentale est tellement fat qu'ils se disent, bon, plus tard. Et en fait, au final, ils répondent jamais à l'email. Et en fait, les gens qui t'écrivent un email se rendent pas compte que c'est leur boulot de te mâcher le travail pour que, en fait, tu n'aies pas de charge mentale à développer, à répondre à un email. Donc, tu vois, d'ailleurs, tu as des trucs qui te calculent. Hein. Si tu poses 8 questions dans un email, la personne, elle sait même plus qu'est-ce qu'elle doit répondre. Et moi, ça m'arrive, je reçois des messages et je dis... bon, si je reçois un email de prospection, un truc comme ça, que le truc, personne ne fait pas l'effort, je réponds pas. Mais si c'est de ma team ou quelque chose comme ça, je vais dire, écoute, là, je suis perdu. Dis-moi ce que je dois faire. Quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que tu attends de moi, tu vois?
Et en général, c'est souvent les jeunes qui ont plutôt du mal à être un petit peu synthétiques. D'ailleurs, tu sais, tu le vois dans les mails, dans les grands cabinets de conseil, en général, les seniors, tu les vois, parfois ils répondent ils répondent dans leur mail, dans l'objet, ou avec 10 000 fautes d'orthographe, ils n'ont plus le time. Moi, je trouve que dans les trucs de consultants ou des trucs comme ça, justement, les mecs te font des messages de 20 km pour te répondre à un truc qui aurait pu être répondu par oui ou non, tu vois. Des jeunes. Ah ouais? Je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des messages que je recevais quand j'étais quand j'ai bossé en partenariat avec des grands groupes, etc., où je faisais des négociations. Oui. C'était des messages à rallonge. Et il y a un autre truc que je voudrais rajouter avant qu'on passe à moins que tu veux rajouter quelque chose. Mais on a parlé de comment inviter des gens dans son podcast. Et il y a aussi, à l'inverse, comment se faire inviter dans un podcast. Il y a un truc que les gens ont fait sur moi qui a beaucoup marché. Et c'est tout con. Mais c'est juste de dire, d'envoyer un message sur LinkedIn ou WhatsApp ou sur Instagram, de dire « Hello, j'adore ce que tu fais, bravo ». Juste ça, tu vois. Si tu as un profil intéressant, bien sûr, il faut travailler un peu son profil LinkedIn avant, tu vois, mettre en avant un peu son statut, ce que tu as fait, les résultats que tu as eus, etc., pour essayer d'intriguer la personne de l'audience qui détient le podcast. Et parfois, ça peut marcher. Juste dire « j'adore ton podcast », tu vois. Non mais clairement. Moi, Jordan, je l'ai invité pour ça. Il m'a juste envoyé un message, il m'a dit « écoute, je faisais une veille sur YouTube, j'adore ta chaîne ». Tu vois. Ouais. Et je dis « putain, bon hack, c'est pas mal, tu vois ». Bah ouais, non mais les gens se rendent pas compte de la gratitude. Hein, En fait, ce qui est ouf, c'est le nombre de fois où des gens viennent t'envoyer des messages et tu vois la différence entre quelqu'un qui a liké, commenté, te soutient depuis des mois, des années, il est toujours là. Tu sais, moi, quand il y a quelqu'un qui est là, qui commente et tout, je le remarque en fait, quand les gens sont là. Je veux dire, je te dis pas de commenter une fois, mais quand tu as commenté 10 fois, 15 fois, 20 fois, au bout d'un moment, j'ai plus confiance en fait. Et je suis capable d'aller voir ce que tu fais. Et d'ailleurs, il y a des gens que j'ai recrutés comme ça, tu vois. Ouais. Mais tu vois, quand t'as des gens, tu les as jamais vus, t'as jamais vu un like, t'as jamais vu un commentaire, t'as jamais vu un truc, ils t'ont jamais rien acheté, et ils viennent te demander des trucs, t'as envie de dire, mais je sais pas, t'as pas pensé à me soutenir, enfin, ça te viendrait pas à l'idée de au moins essayer, tu vois, de plutôt que. Ouais. Et forcément, il y a des gens, et franchement, il y a des gens, juste parce qu'ils sont là et qu'ils m'ont jamais rien demandé, et un jour, j'apprends, je sais pas, par hasard, qu'un tel a besoin, bah, j'ai aidé des gens comme ça, tu vois, forcément. Il y a quelqu'un qui s'est, entre guillemets, il y a un gars, j'ai bossé avec un gars un peu vite fait là, il y a pas longtemps, et il me dit putain, mais c'est ouf, on l'a connu de la même façon, Thibaut, etc. Et toi, t'as accès à lui, qu'est-ce qui se passe, blabla. Et il a commencé à se dire ouais, limite, t'as embrouillé le gars qui bossait avec moi. Sauf que le gars qui bossait avec moi, bah, il a continué à m'envoyer des messages, il m'a demandé si j'avais besoin d'aide à des moments. Tu vois, enfin, il était là, quoi. Et l'autre, il était en attente. Et donc, en fait, ce truc de pay it forward, les gens te rendent si tu leur donnes, quoi. Mais mais moi, mais c'est marrant d'ailleurs, même. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Les gens sous-estiment parce que oui, parfois on a des trucs à 200 commentaires sur nos trucs, etc. Ouais. Mais le nombre de personnes qui like mes stories, même sur Instagram, qui like mes posts LinkedIn, etc. Tu sais, les gens ils pensent qu'on voit pas. Ouais. Mais moi je vois souvent les gens qui me commentent et qui me like souvent. Mais tu vois, bien sûr. je dis, putain, mais lui, si un jour il a besoin de quoi que ce soit, je suis genre, il y a zéro problème, quoi. Il m'envoie de la force depuis le début. Et les gens sous-estiment beaucoup rien que le fait d'aller commenter et de se montrer visible, quoi. En fait, tu commentes un post enfin, un créateur presque tous les jours, tu lui donnes de la force et ça marche. Quelqu'un qui est comme ça et qui est très généreux sur le contenu, c'est Laurine, tu vois, Laurine Bémer, ouais. elle est grave dans le partage, grave dans le give it, quoi. Mais surtout, les gens se rendent pas compte forcément de à quel point parfois une personne aussi haut soit-elle, à quel point elle peut avoir besoin d'aide. Je te parle pas d'aide psychologique, tu vois, mais genre là, actuellement, il y a un monteur un de mes monteurs vidéo me lâche, il est super fort.
C'est super dur à remplacer parce qu'il y a des monteurs, mais je suis allé sur Fiverr tout à l'heure, regarder les monteurs. Waouh, tu vois, j'ai besoin d'un monteur, tu vois. Si quelqu'un me trouve un monteur, putain, mais gratitude éternelle. Et il y a plein de fois où j'ai besoin, tu vois, j'aime bien sonder aussi parfois sur Insta, en story, les avis de la communauté, etc. Mais tu vois, par exemple, des gens, évidemment que j'ai plein de gens qui m'ont dit mais si tu as besoin d'invités d'ailleurs pour le podcast, tu vois, frère, je t'ai jamais vu dans mes commentaires, qu'est-ce que tu viens tu vois. Je te donne un exemple. Je vais te donner l'exemple de 2 gars. Il y en a un qui m'a closé parce que pay it forward. Premier mec, il arrive il y a 2 ans et appelons-le Nicolas. Et Nicolas m'écrit et me dit « Salut Thibaut, blablabla, je me doute que tu dois avoir beaucoup de leads, beaucoup de demandes en ghostwriting. Si tu as des demandes en trop, n'hésite pas à me les repartager avec plaisir. » K1. K2. Mathieu Pimor, que je salue ici. Il m'écrit un mail, enfin un message sur WhatsApp. Il me dit, écoute, salut BG, tu vois déjà. T'adores quoi? Il me dit, salut BG, écoute, j'ai une offre à te faire pour le ghostwriting. Je sais que tu as du lead et que tu pourras pas tout prendre. Ce que je te propose, c'est que tous les clients que tu nous ramènes en ghostwriting via toi, on te reverse 15% de ce qui nous rapporte mensuel jusqu'à ce que le client parte. C'est beau. À ton avis, évidemment que j'avais des centaines et des centaines de gens qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner. Mais évidemment que quand il y a un mec qui arrive et qui te dit « je vais te filer tant », si tu me donnes et que le truc était clair. Et en plus, c'est ça qui est ouf. Il m'a pas dit « ouais, on peut en discuter de ci, de ça, combien tu veux ». Non, il m'a donné un chiffre. Ben, vas-y, j'ai fait OK. Et après, dès que quelqu'un venait, Mathieu Pimor. Et j'ai pris, en tout, je sais pas, j'ai pris 10K, 15K, je sais pas, tu vois, en quelques... Parfois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Bah, même nous, notre rencontre, de comment ça s'est passé, c'est assez marrant parce que j'ai vu que tu faisais un live. Je me suis rendu dans le live. J'ai commenté, t'as vu mon commentaire en live. Du coup, ça a donné envie à Kylian de m'inviter dans la conquête, dans le podcast. D'ailleurs, ils n'ont pas continué, c'est dommage. Si, ils continuent, je pense. Ils continuent, mais j'ai pas revu de non, mais ils vont refaire, je pense. Et du coup, grâce à ça, ces personnes avaient fait ton bootcamp. Ça a influencé ta venue ici à Lisbonne. Et regarde là où on en est, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ouf, en vrai, Parfois, juste, alors qu'on s'était pratiquement pas parlé, j'ai revu des messages dans notre discussion LinkedIn, mais on se disait bravo le boss, on se sauçait un peu, tu vois. Ah bon, je sais plus. Mais avant ça, on s'était jamais vraiment parlé, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut être en interaction avec les gens et on est des humains, en fait. Et je pense que parfois, ça se joue à vraiment pas grand-chose juste du soutien. Et c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, c'est ce que très recommandé d'aller partager, donner de la force aux créateurs avant de se lancer sur LinkedIn. Clairement. Ouais. On enchaîne ? Next, vas-y. C'est à moi, du coup, pardon. 4. L'alimentation. Ah, l'alimentation. C'est marrant parce que je suis en train de chauffer une pote à se mettre dans le délire de poster sur LinkedIn pour parler d'alimentation. Qui ça ? Lorraine. Ok. Et je me dis, putain, mais il y a tellement de trucs à dire sur ça, tu vois. Ouais. Mais j'en ai parlé la dernière fois. Ouais, mais je lui ai dit, du coup, justement, je lui ai filé les accès de ma formation de Justin Welch, tu vois, pour commencer. Donc, on va voir si elle va se lancer. Moi, de plus j'avance et plus je me rends compte qu'on se fait empoisonner de plein de manières différentes et c'est toléré. On se fait manipuler un petit peu, on en avait parlé un petit peu sur le truc de l'influence hier, mais ce que je peux essayer de dire sur l'alimentation, c'est que moi, en tout cas, depuis le début de l'année, là, me suis vraiment investi sur la connaissance de l'alimentation. J'ai eu de la chance aussi de
sortir avec mon ex OnlyFans avait des- Girls. qui avait ah, quel bâtard, qui avait non, qui avait un diplôme de médecine. Et du coup, qui était très. J'ai été éduqué en fait par tu vois, tout ce qui est compléments alimentaires, alimentation, qu'est-ce que tu avais besoin par jour, etc. Là, tu vois, je vais m'acheter un presseur de fruits parce que je me rends compte qu'en fait, je mange pas assez de fruits. Donc, tu vois, il faut plus un presseur qu'un mixeur parce que sinon, ça Ah détruit oui, les ouais, condiments. Il faut. Moi, j'ai pas de micro-ondes chez moi, par exemple, tu vois. Le ouais. micro-ondes, ça défonce toutes les vitamines, tous les trucs dans les aliments, quoi. C'est-à-dire que tu mets un truc au micro-ondes, tu vas juste manger les calories dont tu as besoin par jour. Tu n'auras aucun nutriment, pratiquement Ok. aucune protéine, ça détruit absolument tout, tu vois. Donc moi, je cuis rien au micro-ondes, par exemple. Euh, j'ai appris récemment aussi les glucides, à quoi ça servait. Les glucides, c'est un peu le plâtre des condiments, c'est-à-dire que tout ce qui est, ça va connecter en fait dans tes cellules les lipides, les protéines, etc. Donc en fait, tu manges une pièce de viande sans pain ou sans glucides, l'apport en protéines va être moins bien intégré enfin ingéré dans ton corps. Tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un petit morceau de pain à côté pour pouvoir faire passer bien tout ce qu'il y a. Alors que tu vois, ce qui est contradictoire, c'est que beaucoup de coachs sportifs, par exemple, vont te dire, bah, le pain, c'est des glucides, donc il faut éviter. J'ai entendu une histoire d'ailleurs que... Tu te rappelles le régime du camp? Ouais, c'était quoi déjà? Tu sais, c'était un médecin, du coup, qui a été radié de l'ordre des médecins, qui avait fait un régime du camp, et son régime, c'était de manger uniquement des protéines. Tu vois. Ah oui, bah, oui, bah attends, Et, attends, récemment, il y a et eu il y a eu des la choses carnivore diet, là. Et il y a eu des choses dramatiques qui se sont passées il y a eu des cas de gens qui ont eu d'énormes problèmes, genre qui ont failli mourir à cause de ça, quoi. Parce que la protéine, c'est quelque chose de fondamental dans ton corps. C'est quelque chose, alors pour la petite histoire, c'est ce qui permet de réparer les cellules. C'est-à-dire que si vous vous blessez, par exemple, vous vous ouvrez le doigt et que vous mangez des protéines, la cicatrisation va être beaucoup plus, va être accélérée. C'est ce que les médecins, par exemple, donnent dans les hôpitaux quand vous êtes en réanimation. Et du coup, cette personne, ce médecin avait donné le régime du camp qui consistait à manger uniquement des protéines. Donc, bien entendu, ton corps manquait de tout ce dont tu as besoin, mais ingérait uniquement des protéines. Donc, il y avait des problèmes de reins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les protéines, en partie, sont très mal vues. Parce que, bien sûr que si tu manges que des protéines, ça va abîmer tes reins parce que ça va faire beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc il faut beaucoup s'hydrater. Par exemple, quand tu prends des protéines, ça t'assèche énormément le corps d'absorber les protéines. Mais globalement, il faut savoir que vous avez besoin de à peu près 1,6 g à 2 grammes par poids de corps de protéines par jour. Tu vois. Protéines. Ouais. J'avais demandé à ChatGPT combien, par exemple, d'œufs j'avais besoin par jour en fonction de mon activité Ouais, sportive si tu mangeais pas d'autres protéines. pour avoir le nombre de protéines recommandées Hmm. par l'OMS, parce que c'est l'OMS qui a défini ce truc. Devine combien ChatGPT m'a répondu d'œufs je devais manger par jour pour avoir mon apport quotidien de Je protéines. sais pas, 40? Non, quand même pas, t'abuses. J'avais besoin de 26 Ouais, bah je suis pas œufs. loin au final, mec, hein. Ouais, bah le double, quoi. Non, mais, Le frère. non, mais, ouais, ouais, non, ok, bon, bah Non, mais 26, voilà, ouais, ok. 26. Ouais. Qui mange 26 protéines, quoi? 26 26 œufs, œufs ouais. pour avoir des apports protéinés au quotidien. Donc non, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, la protéine, c'est quelque chose qui est bien. Il faut en manger assez suffisamment, mais il faut aussi... Ton corps a besoin de glucides, a besoin de lipides, a besoin de fruits, a besoin voilà, d'absorber plein de choses, d'acides aminés, etc. Et du coup, c'est des choses qu'on n'apprend pas nulle part ailleurs. En fait, il n'y a même pas beaucoup de réseaux sociaux ou d'influenceurs qui parlent de ça. Il y a les naturopathes qui se forment à ça. Et c'est des trucs qui coûtent, tu vois, 20 000 balles. Mais il y a un vrai, vrai, vrai besoin pour moi d'éducation à ce niveau-là. L'autre truc assez intéressant que j'avais entendu, euh, c'était le comment est-ce que tu pouvais, tu vois, par exemple, le gingembre.
gingembre, manger épicé, ça active des fonctions dans ton cerveau et ça active Capsicaïne. ça active beaucoup de trucs qui finissent en in, notamment la Ouais. dopamine et l'hormone de l'homme, là, comment ça s'appelle Testo. testostérone. Ouais. Ouais. Ça active la testostérone. C'est pour ça que le matin, vous faites un shot de presse de gingembre avec du citron, de l'eau, de la banane. C'est qu'il y a de mieux que vous pouvez faire pour commencer la journée et avoir truc. Donc, il y avait un mec qui m'avait dit ça il y a quelques années, que j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il fumait pas de clope, par exemple. Et je dis, putain, c'est ouf, toi. Tu bois pas, tu fumes pas, et putain, tu fais du sport, t'es chaud. Il m'avait dit un truc, il m'avait dit, mon corps, c'est un temple. Tu vois. Non, mais ouais. Et non, mais il a raison, en fait. Il faut que le corps, ce soit un temple parce que c'est là que ça se passe. C'est connecté avec ton esprit, c'est connecté avec ton cerveau. Si ton corps est fatigué, ton cerveau est fatigué. Et qu'en fait, malheureusement, si vous n'êtes pas productif dans l'entrepreneuriat, que vous vous bourrez la gueule tous les week-ends, que vous mangez mal, que vous faites pas de sport, c'est pour ça que les entrepreneurs mettent autant le sport en avant, c'est que tu as réellement un unfair advantage, un avantage injuste à mieux manger, à faire du sport, à bouger, à être concentré. Et tu vas travailler beaucoup mieux que si tu le faisais pas. Tous les top performers que je connais dans l'entrepreneuriat font du sport. Il n'y en a pas un que je connais. Tu vois, tous les hommes politiques se mettent au sport. Tu vois, c'est obligatoire. Non, mais. Mais tous. Regarde, Mais c'est mieux. Mais il y a beaucoup de top performers qui c'est des. ils Non, font mais forcément. Warren Buffett, tu crois qu'il fait du kung-fu, quoi? Warren Buffett, il mange des sodas et tout. Je dis pas que Oui, c'est mais le Warren bon Buffett, truc. c'est un investisseur. C'est un peu. C'est pas. Bah ouais, c'est un top performer. Ouais, mais c'est pas un top performer entrepreneurial. C'est un top Mais performer frère, investisseur. Le mec, il est multimilliardaire de. Oui, mais il a investi. Non, mais, bah oui, mais top performer, c'est pas forcément Cristiano Ronaldo, tu vois. Moi, pour moi, un top performer, c'est Ambrosi, par exemple. Ambrosi, c'est un top performer et le mec, Non, il mais se là- pique là- à la. Non, mais là, je pense. Cody Sanchez, elle se met souvent à la salle aussi. Mais évidemment que c'est mieux d'aller à la salle et de faire du sport, c'est évident. Là où je te rejoins pas, je débat pas. Mais je pense pas. Enfin, il y a beaucoup de top performers aussi qui ont beaucoup de. Tu vois, Churchill, je pense qu'on peut dire que c'était un top performer. Il buvait Ouais. beaucoup de whisky tous les jours. Et il avait plein de maladies. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lié, même si c'est mieux. En tout cas, ça donne plus d'énergie, c'est sûr. C'est vrai. Alors peut-être, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, je sais pas du coup comment est-ce que ces gens arrivent à trouver la productivité, arrivent à trouver le cerveau, le temps pour y arriver. Je pense qu'il y a Moi, par exemple, je sais que euh, depuis que je me suis remis à vraiment bien manger, ouais, je dirais x2, x3 ma productivité. J'ai multiplié par 3 mes résultats sur LinkedIn, tu vois, en termes de vues. J'ai déjà presque tout fini en un mois alors que j'aurais mis 3 mois à le finir avant, tu vois. Donc même toi, je vois que enfin là, depuis un mois, depuis 3 semaines, par rapport à depuis que je te connais, depuis 3 semaines, t'es en extrême productivité, quoi, tu vois. Tu trouves? Bah je trouve, ouais, regarde, t'as organisé ta masterclass, t'as fait ton lancement, t'as fait tes landing pages, t'as fait tes emails, tu continues à faire tes posts. Mais je le fais Tu- aussi, ça. Ouais. Mais avant, t'étais un peu plus, Ouais, un peu peut-être, moins, ok. tu vois. Bah, je sais pas, peut-être que je me trompe. Non, mais, non, mais écoute, toi aussi, t'es très dans le complément alimentaire, etc. T'as acheté plein de maintenant, trucs. ouais, maintenant, ouais. Mais ça fait 2 mois. Hein. Hmm. En fait, je vais te donner ma théorie qui est pas sur le pourquoi des gens qui font beaucoup de merde à côté arrivent à aller beaucoup plus vite que certaines personnes super disciplinées tu vois pourquoi c'est injuste et pourquoi des gens qui font parfois beaucoup de la merde à côté et qui travaillent beaucoup moins arrivent à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que des gens hyper disciplinés qui travaillent beaucoup. En fait, Naval le résume comme ça. Naval Ravikant, il dit que, en gros, dans le succès, dans ce que tu fais dans ta vie, il y a que à peu près 1% des actions que tu prends qui ont un réel impact sur ta trajectoire finale. Le problème, c'est que dans tous les efforts que tu fais, tu ne sais pas, en fait, quels sont les 99% qui n'ont pas d'impact majeur et quels sont les 1%
qui vont avoir un impact majeur. Sinon, ce serait trop facile. On se dirait, bon, bah là, on sait exactement ce qui ne va pas avoir d'impact, on le vire, et on sait ce qui va avoir d'impact, et on fait que ça. T'imagines si on faisait que des trucs qui avaient un levier énorme. Ouais. Et le truc, c'est que, sauf que, je dirais, je vais parler plutôt de capacité de jugement, ce qu'on appelle judgment naval. C'est-à-dire que c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question toujours de bon sens, c'est une question de jugement sur ce que tu vas faire, tu vois, de jugement de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Tu sais, on parle souvent de 80-20, là, comment ça s'appelle 80-20, c'est le... Pareto. Pareto. C'est-à-dire, bah, voilà, Pareto te dit 20% des efforts apportent 80% des résultats. C'est l'inverse. 80% des efforts apportent 20% des Non, résultats. 20% des efforts apportent 80% des résultats. Ouais, pardon. Et du coup, les 80% d'efforts supplémentaires, enfin, tu vois, si tu peux les skip. Et c'est pour ça, notamment, je pense aussi que les gens qui parfois font des bêtises, c'est parce que parfois aussi, de base, ils sont feignants. Et le truc, c'est quand tu es fainéant de base, moi, la fainéantise, je pense pas que ce soit quelque chose que tu as un poil dans la main. Je pense que la fainéantise, c'est une allergie à la besogne inutile. Tu vois, on prête à Bill Gates qui aurait dit « J'aime bien embaucher des fainéants parce qu'ils vont toujours trouver le moyen le plus rapide de faire. » Je sais pas s'il l'a dit, mais moi, je peux dire un truc, c'est que j'ai une allergie concrète, et je l'ai vu dans les entreprises dans lesquelles j'étais, je voyais qui étaient des besogneux. Et je les voyais faire des trucs, et je me disais, mais pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats, tu vois ? Et je pense que bah y a des gens qui sont très efficaces, en fait, au final, et tu les vois, voilà, certains ils boivent, certains parfois font des soirées, et finalement, les mecs, je sais pas, ils arrivent 15 minutes avant le truc, et puis ils prennent 2-3 stickers, qu'est-ce qu'il y a de truc, ils arrivent au truc et ils font mieux que toi, alors que ça fait 3 jours que tu bosses, tu vois. Et c'est un concept en chinois qui s'appelle le Tao Te Ching. Et la phrase est la suivante du Tao Te Ching. Il dit « L'idiot court partout. Et pourtant, il lui reste toujours quelque chose à faire. Le maître ne se hâte jamais, et pourtant, il a toujours fini toutes ses tâches. » Ok. En anglais, c'est The fool runs everywhere and there's always something to be done. The master does nothing and yet leaves nothing undone. Voilà. Bon, alors, c'est en chinois. Hein. Je te la fais en chinois, je la fais pas. Fais-la en chinois. Je peux pas la faire en mandarin. Mais tu vois le truc. Ouais. On en a beaucoup parlé en service, quand je faisais du service en salle. Il disait le meilleur serveur, c'est le plus fainéant. Tu fais les pas, mais tu fais pas de pas inutiles. Les développeurs sont beaucoup comme ça aussi, développeurs web, tu vois. Moi, je suis beaucoup comme ça aussi. J'ai toujours, dès que c'était des tâches redondantes à faire répétitivement, j'essayais toujours d'automatiser les trucs, quoi. Moi, je passais souvent mon temps dans la machine à café parce qu'on me demandait de faire des tâches répétitives quand j'étais en freelance. Et on me demandait d'arriver en freelance dans les bureaux. On me disait, bah voilà, on a tout ça à extraire de la base de données. Je passais 10 minutes à essayer de trouver le moyen de l'automatiser. J'automatisais ma souris aussi parfois, tu vois, pour faire des clics, des trucs comme ça. Et j'allais à la machine à café, je buvais mon café comme ça, j'étais sur la table, sur mon téléphone. Et je me rappelle, il y avait le responsable qui arrivait, il fait t'as fini les trucs quand t'as terminé ? Bah c'est en train là. Il me dit mais comment ça c'est en train ? Je fais mon ordi il est en train de bosser pour moi quoi. Ouais. Et voilà. Et il montait et je lui montrais mon ordinateur qui cliquait dans tous les sens avec la souris qui allait à droite, la souris qui allait à gauche, les trucs qui montaient etc. Et le mec il est dit oui. En fait j'étais payé 800 000 euros de l'heure à vraiment rien foutre quoi. 800 000 euros de l'heure. 800 à 1000 euros oui, de l'heure. 800 la journée, pardon, la journée, pas l'heure, pas encore. Ah. Mais 800 à 1000 euros la journée pour faire des trucs qui étaient. Voilà. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur le truc de base, alimentation super important, et ça on le sait. Tu as bien mangé les protéines. Moi, ça c'est mon opinion, faire du jeûne intermittent. C'est démontré, il se trouve par un prix Nobel quand même. Tu vois, de laisser, de pas toujours avoir quelque chose dans le bide, tu vois. Et en fait, moins tu manges aussi, moins t'as faim. Tu vois, c'est assez marrant parce que ton corps s'habitue beaucoup aux choses que tu lui donnes. Je sais pas si t'as remarqué. Si, non, mais c'est démontré. Hein. Bah voilà, moi par exemple, je mange pas le matin, donc j'ai jamais mangé le matin. Là, depuis que je mange sain, j'ai plus envie de manger gras.
tu vois. Ouais. Un burger, par exemple, là, non, tu vois, non. ça me dégoûte, Non, tu vois. J'ai pas envie de manger un truc gras, genre là, ça me Mais donne pas surtout, du tu tout sais que envie. tu vas regretter après. Bah, c'est pas. Moi, je sais pas. Franchement, c'est je pas- regretterais pas parce que t'as le droit à de temps en temps de te faire plaisir et tout, mais c'est juste vraiment, je sens que mon corps va l'absorber d'une certaine manière, tu vois, il va absorber le gras d'une certaine manière et ça va me mettre dans un mood un peu comme boire de l'alcool, quoi. Ouais. Ça va me mettre dans un mood, je vais sentir que mon corps se défend contre des trucs, quoi, tu vois, genre contre des trucs que j'ai pas envie de manger. Ouais. Et en fait, quand tu t'y habitues à manger de la merde, en fait, c'est catastrophique. Et moi, quand je partais en vacances avec des potes, c'était des pâtes, c'était des chips, c'était des bières, c'était des cacahuètes, oh là là, c'était insupportable. J'ai eu la chance, je pense aussi comme toi, d'avoir été éduqué dans une famille où moi, ma mère me faisait, tu sais, elle allait au marché, c'est une mère au foyer, tu vois, comme Ouais. toi. Elle allait au marché, elle achetait des produits le matin, elle les cuisinait l'après-midi, et le soir, on avait des beaux légumes du marché, on avait des trucs comme ça, tu vois. Elle m'a toujours dit qu'en fait, manger, c'était l'une des choses les plus importantes, quoi. Manger sain. Ouais. Et Mais des bons d'ailleurs, produits, surtout. Ça, c'est important. d'ailleurs, de toute façon, c'est un peu du bon sens, hein, mais tu vois, on voit que dans certaines zones rurales, agricoles, c'est là où il y a, tu vois, souvent des bonnes espérances de vie, parce que souvent, justement, le fait de manger, par exemple, les abats, tu vois, il y a du fer. Le fait de, tu vois, ils mangent, tu vois, des animaux, c'est des animaux, mais c'est de la bonne qualité, parce qu'ils sont bien traités, donc il y a de la protéine. Tu vois, il y a des légumes. Enfin, au final, euh, enfin, tu vois, tous ces compléments alimentaires, finalement, pour nous donner des choses que la nature possède, mais que nous en zone urbaine, on n'a plus accès, tu vois. Pourquoi on se fout 5 gouttes de vitamine D dans le truc? C'est parce qu'on voit pas assez le soleil, tu vois. Ouais. C'est quoi, toi, les vitamines que tu prends, alors? Est-ce que tu peux nous partager? Frère, la personne qui s'occupe de moi, là, elle m'a donné elle m'a donné des trucs. Je peux te dire le truc que je prends, mais enfin, je peux donner les grandes molécules. Après, il y a un truc, je prends la Black Seed Oil. Alors, je prends quasiment tout ce que je prends, c'est des gélules. Et il se trouve qu'il y en a 3, c'est plutôt un truc liquide. Donc, je prends de la Black Seed Oil. Je sais pas ce que c'est, avec des trucs au cumin noir. Cumin, Voilà. c'est très très bon. C'est un Donc, anti-inflammatoire, ouais. le cumin. Après, j'ai donc les plus importants. C'est pas des conseils que je vous donne, c'est un des médecins que j'ai, enfin mon médecin qui est un médecin naturopathe, etc. C'est une des meilleures médecins au monde. Elle m'a conseillé ça pour moi, en fonction, tu vois, de mes analyses, Ouais. de le fait que je sois un homme, de mon poids et tout. Donc, ne prenez pas ces trucs-là, parce que je vous dis, là, c'est ce qu'elle m'a donné pour moi. Après, les trucs les plus courants, donc magnésium bicyglinate, zinc bicyglinate. Magnésium bicyglinate, c'est pour les articulations, C'est très bien ça. les crampes. C'est très important de prendre le magnésium que tu viens de dire. Bicyglinate, c'est le J'arrive plus pas à le dire, facilement. mais ouais, c'est le meilleur. C'est t'as ton ex qui t'avait dit ça? Non, c'était une autre personne qui m'a Ok. dit ça, mais oui. Mais en fait, c'est les formes les plus assimilables. Donc, Ouais. zinc bicyglinate. Le zinc, c'est super important pour la testostérone. La testostérone, pour les hommes et pour les femmes, c'est l'hormone de la performance. Donc, c'est vachement important. Il faut prendre de la vitamine D. Je sais pas. Je crois qu'il y a plus d'un Français sur 2 qui est en déficience de ce vitamine D. Ouais. Donc, vitamine D. Et après, vitamine C aussi. Ça, c'est en gouttes. Très important pour l'énergie et l'humeur. Et après, il y a d'autres trucs. Je prends de la glutamine, ça c'est pour les parois intestinales. Et après, il y a plein de trucs que je prends, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Et il y a du glutazole, je sais même pas à quoi ça sert. Ah oui, je prends de l'ashwagandha. Alors ça, c'est évidemment, je vous dire le nom, vous allez rigoler, mais c'est très connu maintenant. Enfin, ça commence à être hyper connu, l'ashwagandha, pour déstresser le corps avant de dormir, etc. Il y a le maca aussi, qui est c'est une sorte de plante, je crois que ça vient d'Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. Ouais. Très bien pour pour la testostérone, pour la libido et les performances sexuelles, le maca. Et après, je prends d'autres trucs, mais j'ai pas toute la liste là. Mais je prends de la curcumine, parce que c'est anti-inflammatoire, donc curcuma. Et après, il y a hyperzine,
euh, théanine, mais je sais même plus à quoi ça sert. Et pour la peau, je prends astaxanthine et depuis aujourd'hui du lycopène, voilà. Enfin des trucs, mec, tu vois. Il y a un truc moi que je t'avais conseillé, c'était pour moi c'est le NZT. Lensmain. Ouais, le Je l'ai NZT. reçu avant-hier. Ah, t'en Ouais. as eu? Ok. Trop Des bien. gélules, ouais. À tous ceux qui nous écoutent, je recommande vraiment ce truc. Après, bon, vous faites comme vous voulez. C'est une mécide chinoise, ça s'appelle le Lion's Mane. C'est du iris de hérisson. Je sais pas. Ouais, Hydre de hérisson. Ouais, bon, bref, un Ouais. truc chelou. C'est un champignon. C'est un champignon. Alors, c'est pas un champignon hallucinogène. Je sais que les gens adorent penser qu'on prend des champignons hallucinogènes. Pas du tout. C'est pas du tout du microdosing. Mais en revanche, c'est quelque chose c'est une médecine chinoise. C'est un champignon qui est millénaire. Et moi, la première fois que j'ai pris ça, j'avais mon cerveau qui était à 450%, quoi. Et j'avais fait, je crois, 5 trucs en même temps dans la journée j'avais tout fini, j'avais terminé de bosser à 16h, j'avais fait l'impression d'avoir travaillé une semaine entière, quoi. Et c'est vraiment du NZT. Bon, je pense qu'il ne faut pas en abuser, même s'il y a des gens qui te disent d'en prendre tous les jours. Moi, j'en prends vraiment quand je me réveille un peu fatigué. Pareil, ça vous réveille, ça vous donne une pêche de ouf. Et voilà, et en fait, moi, il y avait une histoire que j'avais fait un jour. J'avais dormi dans une colocation. Je me réveille un matin et je demande à l'une des personnes qui est dans la maison, est-ce que tu crois que je peux prendre ce petit truc de cacao pour me servir un truc le matin, tu vois? C'était de la cacao, du coup, il y avait écrit Cacao Heaven, quelque chose comme ça, je me rappelle plus du nom de la boîte. Non, c'était Good Morning Sunshine, il y avait écrit, donc je me suis dit, bon, bah, c'est du cacao, quoi. Je me verse 2 cuillères, pardon, je commence à boire le truc. Et j'avais pas bu toute la tasse, mais je commençais, à un moment, quand je commençais à travailler, je commençais à avoir tu sais, genre vraiment, j'avais les yeux écarquillés comme ça, et je commençais, tu sais, à avoir énormément d'énergie, à être hyper productif. Pendant 3-4 heures, j'étais hyper productif. Et en fait, je commence à dire à ma pote, et ça me fait un peu pareil quand je bois du thé, tu vois. Quand je bois du thé, ça m'excite un peu plus que le café. Et je commence à dire à ma pote, je dis, mais putain, mais il t'a mis quoi dans ce cacao là? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Ouais. Et en fait, c'était des mélanges donc, de trucs que tu viens de dire, par exemple Ouais. curcuma, lion's mane, plein de trucs différents, Ouais. et qui te donnaient un truc qui a la pêche de ouf et qui remplaçait le café, tu vois. Et j'ai jamais retrouvé, je crois qu'on peut trouver en ligne, je crois que ça s'appelle Good Morning Sunshine Breakfast machin. Et ce truc-là m'a vraiment optimisé les performances. Moi, du coup, j'ai pas racheté le truc, j'ai juste racheté du Lion's Mane, mais ça m'a prouvé, en fait, encore une fois, que tu avais ce qu'on appelle du biohacking, qui est en train de revenir un petit peu dans la tendance actuelle, et qui peut remplacer, par exemple, le café, qui peut remplacer des choses qui nous mettent qu'on boit tous les jours, qu'on peut remplacer, quoi. Ouais. T'es prêt, le ref du refistant? Ouais, hein. C'est à toi, là. On reprend. Ok, bah 3. Covid-19. Waouh. Ouais. Écoute, mec, J'étais obligé. je suis... ouais, je sais même pas par où commencer. En fait, je vais te parler du positif et du négatif. C'est un truc que j'ai dit à mes parents, ça. Je vais pas te parler de la maladie en soi, je m'en tape, en fait, tu vois. Je parlais de ce qui m'a surpris, des conséquences de tout ce que ça a engendré, en fait. Il y a un truc que j'ai dit à mes parents, c'est que, et je pense que beaucoup de gens partagent ça, c'est que le Covid, ça a créé une parenthèse dans notre époque. Tout s'est arrêté, en fait, d'un coup. Et ça a commencé en se disant, c'est temporaire. Et en fait, je pense que ça a ouvert une brèche. Et cette brèche, c'est une parenthèse, c'est jamais refermée, en fait. Et c'est super bizarre en termes temporels, parce que quand le Covid a éclaté, c'est le moment où je venais de finir, j'avais fini mes études, et j'avais eu, tu vois, un stage de fin d'études, et j'étais en train de chercher du taf, et j'allais closer, tu vois, pour trouver du taf, tu vois, sur les entretiens. Et tout le monde m'a mis en suspens.
Et quelques jours avant, le confinement, je suis rentré chez mon daron. Et du coup, j'ai dû recommencer, tu vois, tout ça. Et on savait pas quand est-ce que ça allait reprendre, etc. Et j'ai dit à mes parents, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une parenthèse que le Covid a créée, où je suis en fait en lévitation. J'ai l'impression que mon corps, mon esprit ont commencé à léviter, où je ne savais pas trop ce qui se passait. Et tu finis, le monde entier est confiné, tu as des gens qui meurent, si tu sors de chez toi, tu dois avoir une attestation, les gens foutent des masques, tu dois avoir un pass sanitaire. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on était super proches, en termes de symbolique et en termes d'autorisation, de choses qu'on a vues dans des livres d'histoire, dans des dictatures ou dans des trucs vraiment chelous, tu vois. Tu vois, un pass sanitaire, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte du nom, mais c'est... Enfin, tu vois, c'est des tampons, il y a plein de trucs qui peuvent faire penser à des régimes ou des époques qui sont un peu chelous, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est à quel point, sous prétexte sanitaire, on a réussi à mettre la population sous tutelle et à lui faire accepter de force des choses qui sont des remises en question des libertés fondamentales quand même. Liberté de circuler, liberté d'aller et venir, tu vois, dans un endroit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne pouvais pas rentrer dans un endroit comme un restaurant ou un cinéma si tu n'étais pas vacciné. Tu vois? Donc, c'est quand même... Tu vois, quand on te dit certaines personnes ont un droit que d'autres n'ont pas en fonction de si t'es si... Enfin, tu vois, on se rapproche un peu de certaines choses bizarres, tu vois. Et c'est ça le pire, c'est au nom de la santé, au nom de la protection, tu vois. Et tu te rends compte, en fait, que les gens qui ont mis en place ces trucs-là, ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Parce que si tu regardes les archives tu vois, des premiers jours où il y avait des rumeurs de confinement, de masques et tout, tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, l'ancienne secrétaire du gouvernement, tu sais, elle mettait un masque, elle dit « Ah, mais moi, je sais même pas comment on met un masque ». Quelques jours avant, je crois que c'était à l'époque Édouard Philippe qui disait, si je dis pas de bêtises, qui était Premier ministre à l'époque, je crois, mais qui disait « Oui, mais nous ne savons... » Enfin, nous... non, nous ne savons pas de je sais pas quoi. À l'époque, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, que tu vois, après, elle a été mise dans la sauce, tu vois, elle a failli même aller en procès, personne ne savait ce qui se passait, tu vois. Et on se dit, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui sont en train de nous mettre enfin, de prendre des décisions pour nous qui ont eu des conséquences dramatiques. Alors, peut-être qu'on a sauvé des gens en faisant le confinement, mais on a surtout foutu l'économie dans la sauce pendant des années. Et je pense qu'il y a des gens ça leur a ouvert des brèches de santé mentale qui ne sont pas refermées. Ça, c'est démontré, tu vois. Donc, Covid-19, franchement, j'ai les glandes contre le gouvernement, tu vois. Je te parle même pas des effets de la santé, parce que si je commence à parler des effets du vaccin, etc., là, tu peux être dans la sauce. Mais là, en ce moment, c'est en train d'être très débattu du fait que ce vaccin soit inoffensif ou non, tu vois. Là, il y a le directeur de la santé, ce qu'on appelle la FDA, pas la FDA, sur l'acceptation des médicaments en Floride, qui commence à vouloir interdire le vaccin en Floride. Bon, après, les Américains, c'est pas toujours les plus éclairés, mais bref, beaucoup de choses. Ça, c'est le côté négatif qui m'a saoulé, tu vois, et sur lequel il y a beaucoup de répercussions. Le côté positif, pour moi, à titre individuel, mais je sais que ça a été le cas aussi, c'est que moi, je cherchais du boulot à l'époque, et j'avais l'impression, à l'époque, le monde, il allait à une vitesse incroyable, toutes les startups levées, tu vois, tout le monde avait des jobs, c'est le plein emploi, enfin, c'est le plein emploi. C'était le plein emploi en startup dans les trucs que je cherchais, donc j'allais closer, mais je me disais, bon, je sais pas, les boîtes m'acceptent pas trop, etc. J'étais pas forcément, tu vois, même en termes social et tout, j'étais pas au top, tu vois. J'étais pas dans un truc montant. Et là, le Covid, qu'on le dise ou pas, c'était une révolution sur plein d'aspects. Tu vois. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que tous les gens qui disent, moi, tu sais, t'as des gens, ils adorent faire des plans à 3 ans, à 5 ans, ils seront ci, ils seront là. Bam!
Tu vois, t'as une crise sanitaire mondiale, et ben, tous tes plans, ils tombent à l'eau, mon frère. Et en fait, moi, vu que j'étais dans une phase stagnante, je me suis dit, il y a une révolution, il se passe un truc, et là, c'est là que t'es fort, Thibaut. Et je pense que le fait que j'étais confiné a précipité ma démission de mon job, parce que j'ai trouvé un job, bien sûr, quelques mois après. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent futiles, tu vois, dans la société moderne. Beaucoup de choses peuvent te paraître futiles. Et en fait, quand tu arrives et qu'on dit il y a une pandémie mondiale et que tout le monde est foutu dans le même endroit et qu'on te dit il y a des millions de gens qui meurent, et enfin, ça te fait prendre du recul et je pense que ça te fait réfléchir. Et je sais par exemple que Julien Song aussi, ça lui a mis un sacré coup de réflexion. Et la question, c'est, ça a créé une série d'événements, de chaînes d'événements en cascade, qui fait que c'est évident que s'il n'y avait pas eu le Covid, on ne serait pas là aujourd'hui dans cette pièce-là. Peut-être que ce studio-là n'existerait pas. Peut-être que j'aurais pas lancé ma masterclass et mon offre de la semaine dernière. Enfin, et c'était le chaos, c'était la crise. Et en mandarin, crise, je ne sais plus comment ça se dit, je crois que ça se dit Weiji. Et en fait, c'est la contraction de deux mots. Weiji, crise, c'est chaos et opportunité. Tu vois ? Et les Chinois l'ont bien compris. Et je pense qu'en fait, j'ai trouvé dans le Covid le chaos. Et j'avais besoin, je pense, un peu de chaos. Et je pense que ça m'a électrisé, énergisé. Et j'ai trouvé de l'opportunité, tu vois. Et je pense que dans nos business, pour finir, ça fait un peu longtemps que je parle, désolé, ça a digitalisé énormément de choses. Et ça nous a mis sur une pente. Plus besoin d'aller au taf. Beaucoup de gens, plus de gens sur tu vois, les réseaux sociaux, beaucoup plus de business en ligne. Et ça nous a énormément avantagé, je pense. Et toi ? Ouais. Moi, j'aurais même un mot encore plus fort que ce que tu as donné concernant le Covid. J'aurais plus dit court-circuit, tu vois, dans ma tête et dans le monde. C'est-à-dire comme si tu débranchais quelque chose et que c'était le noir total, tu vois. Et moi, ce que j'avais à l'époque, quand c'est arrivé le Covid, j'avais beaucoup de professionnalisme, on va dire, quand je travaillais à The Family. Donc, j'essayais de travailler même gratuitement, comme je me faisais fouetter en open space, parce que j'avais rien à faire et je me faisais chier. Et en fait, ça a déclenché chez moi une espèce une énorme dépression, moi. Parce que j'avais perdu mon ordinateur. J'avais fait tomber de l'eau dessus, je ne m'explique pas pourquoi. Et mon téléphone avait décidé d'arrêter de marcher. Mais quand ? Pendant le Covid. C'est-à-dire 2 jours après l'annonce du Covid, quoi. Okay. Donc la seule chose que j'avais avec moi, c'était une PlayStation 3. J'avais acheté un jeu, mais je ne suis pas du tout un gamer. Donc j'avais joué pendant 1 ou 2 jours et j'étais resté comme ça dans ma chambre en léthargie à manger à manger du quinoa et essayer de me laisser pousser la barbe, les cheveux, bref, c'était n'importe quoi. Donc moi, c'est pas... la chose qui m'a fait le plus de mal, ça n'a même pas été l'environnement, ça a été l'isolement. Isoler un être humain dans une pièce, sans contact avec l'extérieur, pendant au moins... j'étais resté bien 2 semaines, tu vois, jusqu'à ce que mon frère prenne son scooter pour me ramener un téléphone qui était ancien. Pourquoi est-ce que j'ai pas acheté de téléphone ? Et les gens vont dire oui, mais t'es trop con, t'as pas commandé un nouveau téléphone. Parce que si vous vous souvenez bien, il n'y avait plus de livraison. La poste, bloquée. Plus de livraison. Tu pouvais plus rien acheter. Ouais, plus de boutique, plus rien. Fou, ça. Donc en fait, moi j'avais cassé mon téléphone et j'avais cassé mon ordinateur. J'étais seul, isolé chez moi. Impossible de contacter mes amis. Impossible de savoir ce qui se passait. La seule information que j'avais, c'était la télévision. Ok, mais t'avais pas Internet ? J'avais Internet, mais rien pour me connecter. Ouais. En fait. J'avais pas de device, quoi. J'étais à l'âge de pierre, en fait. J'avais que ma télé que j'allumais. Et du coup, vu que j'avais rien d'autre à faire que de regarder la télé, j'ai regardé très souvent la télé. Et d'avoir regardé autant la télé, d'avoir
regarder autant des chaînes d'information qui te faisaient peur et qui comptaient le nombre de morts qu'il y avait chaque semaine. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait tilter. De te rappeler tous les jours qu'en fait, peut-être que si tu vas croiser ton père ou ta mère dans la rue, tu vas la tuer, tu vois. De te dire qu'en fait, euh, tu croises ton frère, peut-être qu'il va mourir aussi, tu vois. Donc en fait, surtout pas, non, même surtout pas de téléphone, tu vois, parce que voilà, Mm. j'ai pas envie de vous tuer, quoi. Donc tu es responsable de la mort des gens, de t'avoir fait ressentir ça. Je trouve que ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Et pendant cette période-là, j'ai perdu 5 kilos. J'avais une barbe énorme, j'avais pratiquement vraiment la peau sur les os. Euh, j'avais plus du tout j'avais plus du tout envie de vivre en fait, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment pensé à la dépression, forte dépression, tu vois. Et j'ai fait le bilan pendant ces 2 semaines d'isolement, où je me suis dit, putain, ça fait depuis que j'ai 18 ans, même 16 ans, même encore plus jeune, depuis que j'ai 12 ans, que je dis à ma mère, mais maman, moi je veux voyager, maman, je veux être libre, maman, ça m'intéresse pas en fait, enfin, pourquoi tu essaies de me mettre dans un truc, tu vois. Je suis pas heureux dans ce truc, tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux me mettre là-dedans? Et ça m'a fait réaliser que en fait, j'étais pas heureux et que à partir de demain, euh, il y aurait plus de plan B, tu vois. Il y aurait plus de plan. Euh, pour moi, c'était plus envisageable de vivre comme ça. Je préférerais rien que ça, tu vois. Je préférerais aller m'isoler, prendre une cabane au milieu de l'océan et surfer toute la journée et manger de ma propre agriculture que de vivre dans la vie dans laquelle que j'avais, tu vois. C'est-à-dire de vivre sur un 9 à 20, de vivre métro, de vivre bourrage de gueule tous les week-ends, de vivre pas de nature, de vivre un mois de vacances par an, et le mois de vacances que tu as, bah, tu comptes tes sous, tu vois. Mm. Parce que mine de rien, bah, et pour l'instant, pourtant à côté, tu vois tes potes qui dépensent comme des malades, tu vois, tout ce qu'ils ont gagné dans l'année, et du coup, ils sont obligés de repartir à zéro l'année Mm. d'après, tu vois. Donc en fait, ce système m'a dégoûté, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de prendre la décision de tout quitter et de pouvoir commencer à enregistrer ma formation. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que il y a des trucs théoriques sur le gros, ce que j'ai expliqué pendant le confinement. Et du coup, tu me vois un peu avec la barbe encore sur la vidéo, comme ça. Qui est une vidéo qui est toujours d'actualité, mais tu vois toujours ma tête quoi sur la vidéo et tu vois, je suis un peu mug comme ça, tu vois, je suis tout fin. Mais moi, je pense et j'en suis convaincu que sans le Covid, je serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais jamais eu le courage d'envisager qu'il y avait plus de plan. Il n'y a pas de plan, j'échoue, tu vois. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que quand des gens, tu vois, qui se mettent au chômage, qui disent ouais, j'essaie de monter ma boîte, mais je sais pas trop ce que je vais faire. euh, Moi, ça n'a pas du tout été ça. J'ai quitté mon boulot de famille, je me suis mis au chômage et je fais comme je fais depuis maintenant 2 ans. Tous les jours, je me réveille et j'ai zéro sur mon compte en banque. Zéro. Je repars à zéro tous les jours, tu vois. Et les 2 000 à 3 000 euros que tu gagnes au chômage, ça n'existe pas. Je ne veux même pas en entendre parler, tu vois. Et quand tu es dans cette dynamique-là d'instinct de survie, pareil, quand j'ai perdu mon argent, c'est 150 000 euros, quand tu es dans un état d'esprit comme ça d'instinct de survie, tu ne peux rien faire d'autre que réussir. T'as pas le choix, de toute façon. C'est dur, ouais, mais ce sera dur demain aussi, tu vois. C'est dur, tu as envie d'abandonner, mais t'as pas le choix en fait. Tu veux retourner où tu étais avant. Donc je pense que les entrepreneurs ont une espèce de dégoût, une force intérieure qui tu vois, on a parlé un peu du comportement que tu étais en cours, mais qui était un peu révoltant. Et en fait, tu vois, pourquoi tu rentres pas dans les cases, quoi, tu vois, genre, et c'est ça, en fait, pour moi, un entrepreneur. C'est difficile de trouver en tout cas, j'en ai rarement rencontré, donc je pense que, voilà, je vais pas être clivant, mais c'est difficile de rencontrer un entrepreneur qui a été dans des cases, qui a tout le temps respecté les règles, qui a toujours été tu vois, genre, toujours écouté ce qu'on lui a Mm. dit, etc. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a souvent essayé de tricher, tu vois, essayer de non, j'ai pas envie de le faire, je vais essayer de trouver d'autres manières d'y arriver, quoi, tu vois. Et bref, en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, le Covid euh, a été ce que je suis aujourd'hui, même si ça a été quelque chose de très, très, très difficile. Et pain is pain au chocolat.
Mais la pain, la souffrance, est pour moi la chose euh, qui amène au final le plus de bénéfices dans ta vie. J'en suis absolument convaincu. C'est pour ça que je suis admiratif des gens qui vivent des choses difficiles. Ça devient souvent des gens extrêmement matures, extrêmement raisonnés, beaucoup plus. Enfin, ça dépend des gens, bien sûr, des gens qui se laissent tomber dans la dépression, tu vois, et d'autres personnes qui arrivent à trouver l'équilibre pour pouvoir transformer cette énergie noire en énergie noire. D'ailleurs, il y a une légende que j'aime bien. C'est c'est une légende indienne. Je te l'explique. Ouais, dis-moi. C'est l'histoire d'un Indien qui parle à son fils euh, et qui lui explique l'histoire de deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc, c'est tout ce qui symbolise la gentillesse, la loyauté, la gratitude. Et le loup noir, c'est tout ce qui symbolise la colère, la jalousie, la tristesse. Et il lui dit, tu vois, mon fils, dans la vie, t'as un loup blanc et un loup noir. Et il faut que tu choisisses à qui tu donnes à manger. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, plus tu vas donner au loup noir à manger de la dépression, plus il va grossir et plus il va survivre. L'objectif, c'est de tuer le loup noir, la tristesse. Plus tu es triste, plus tu vas être triste. Plus tu penses être heureux, plus tu vas être heureux. Tu vois. Et cette histoire, elle symbolise assez bien comment est-ce que j'ai réussi à sortir de ce trou en me disant, bah, en fait, ok, positif, 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 loup blanc, loup blanc, loup blanc, loup blanc. Et en fait, en nourrissant le loup blanc, j'ai tué le loup noir. Tu vois, dans cette histoire. Et c'est intéressant d'avoir ça parce que je vois souvent des gens qui sont dépressifs, malheureux, et qui restent continuellement à nourrir ce fameux loup noir. Du coup, ils oublient qu'à côté, il y a le loup blanc. Tu vois. Et ils laissent mourir le loup blanc. Et le truc, c'est de sortir d'une dépression. Jim Carrey en a beaucoup parlé dans ses interviews. C'est quelque chose de très, 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 très compliqué. Peu de gens peuvent comprendre, mais sortir d'une dépression, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc voilà, moi, ce que je peux dire sur le Covid, essayez de nourrir le loup blanc plutôt que le loup noir. Non, mais Mais non, mais je savais pas tout ça pour le Covid, mais franchement, c'est. Moi, j'en veux beaucoup aux médias. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu créer le mien, hein, tu vois, d'une certaine mesure. C'est que j'ai dit, mais putain, mais. C'est vraiment, ça a été. En fait, ouvrez les rideaux et regardez réellement ce que c'est, tu vois. Genre, ça a été vraiment ça. Ça a été. Putain, mais comment est-ce que les gens peuvent continuer à allumer de la télé et continuer à regarder des infos après ce qu'ils nous ont fait, tu vois. Moi, je comprends pas. Les gens qui continuent à regarder les infos, franchement, mais. Regardez, t'es fou, quoi, tu vois, genre, t'es fou, tu vois. Non, mais c'est fou. Le Covid, en fait, ça a montré tous les dysfonctionnements de la société française et occidentale. Déjà, l'hôpital, tu vois. Parce que, tu vois, c'est quand on se dit l'hôpital, mais à un moment où tout le monde, et même les riches, tu vois, surtout les riches et les vieux, d'ailleurs, étaient en danger, tout le monde a freak out et on s'est rendu compte que s'il y avait une épidémie, ben, les hôpitaux étaient surchargés et c'était un problème. Le gouvernement, tu vois, à un moment, ils ont voté quand même un article d'état d'urgence, tu vois, donc ce qui fait qu'on avait certaines libertés qui étaient suspendues. Ok, mais ça a été reconduit pas mal de fois quand même. Donc, tu vois. C'est horrible le truc des 2 semaines, là, je me rappelle, comme si c'était hier, c'était on prendra une nouvelle décision dans 2 semaines, prendra une nouvelle décision dans 2 semaines, et au final, ils nous ont bloqué 3 mois, quoi. C'était horrible. Non, mais... Moi, à chaque fois, en plus, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de nouvelles de rien, j'avais que les infos, tu vois. Dès que j'entendais une mauvaise nouvelle aux infos, je disais putain, mais c'est sûr, ils vont nous repousser de 2 semaines, etc. C'était. Les médias qui savaient pas trop, donc du coup, ils parlent. Ils informent de pas grand-chose. Finalement, ils font des spéculations. Ils font peur, surtout. Et ils font peur. En fait, tu as vraiment vu la propagande, en fait. C'est ça le truc. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais tuer des gens. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu l'impression que si je sortais de chez moi, j'allais tuer quelqu'un. Et j'allais être responsable de sa mort, tu vois. Ouais. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, tu vois. Y a des gens, peut-être, qui vont dire « Ah, ça va, t'en fais des tonnes, etc. » Au final, c'était pas si grave, c'était une petite grippe. Oui, mais à ce moment-là, pendant
bien 3 semaines, un mois, même plus, j'ai cru que si je croisais mes parents, j'allais les tuer. T'imagines la douleur que c'est de se dire que tu as été responsable de la mort Ouais, de quelqu'un que ouais. tu aimes, alors qu'en fait, fondamentalement, il y avait très peu de morts comparé à tout ce qui se passe si tu comparais, et même je crois qu'il y avait moins de morts pendant ce moment-là parce qu'il y avait moins de transmission de virus qui étaient plus mortels comme la grippe, tu vois, vu que tout le monde était confiné. Au final, ça a équilibré un peu le truc avec la grippe à l'époque. De Ouais, toute façon, on peut pas savoir ce qui se serait passé non. si on avait laissé tout ouvert. Il y a des trucs qui vont arriver. Je pense que dans les 10 prochaines années, on va le voir. Moi, j'ai pas d'opinion Ouais. parce que je pense fallait être quand même sacrément courageux pour dire en tant que président, ok, bon bah, ça affecte principalement les personnes âgées. Les personnes âgées, un peu paix de couilles, hein, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai aussi pensé à ça, de me dire que ça se voit qu'on a un clivage de génération, parce que moi, c'est ce que je disais à mes parents. Je disais, en fait, nous, notre génération, si on avait été à la place de nos parents, alors je critique pas du tout les parents, genre, c'est pas du tout de leur faute, mais sachant utiliser les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait fait un mouvement du style laisser les jeunes vivre, tu vois, et nous, on se confine, tu vois. Je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un de notre génération qui aurait Ouais, utilisé les réseaux ouais. sociaux pour pouvoir, ok, non, non, on est contre cette décision-là, laissez vivre les jeunes. Moi, en tant que père, j'aurais été ravi de le faire parce que j'ai envie que mon enfant il vive et j'ai envie qu'il kiffe et qu'il fasse machin, etc. Je me serais débrouillé pour pouvoir faire en sorte que les gosses, bah ouais, voilà, ils font attention quand on est à la maison, machin, etc. Mais tu vois, tu peux aller dehors et tu peux vivre ta vie, quoi. Tu vois. Hmm. Et il n'y a pas eu ce mouvement. Les seules fois où j'ai entendu ces sujets évoqués de dire vous êtes une personne âgée, vous êtes potentiellement susceptible d'être attaqué par le Covid. Est-ce que si on vous empêche de sortir de chez vous, vous allez rester chez vous ou est-ce que voilà, qu'est-ce que vous faites dehors quoi en fait? Hmm. Et là, elle disait ah mais non, moi je fais mon sport et vous savez quoi, moi j'ai pas peur. C'est c'est bien mignon les jeunes, mais il faut aussi laisser les personnes plus âgées vivre, etc. Enfin bref, discours complètement lunaire et égoïste, tu vois, pour moi. Meuf, t'as 70 ans, le gamin de 18 ans, il va rester 2 ans enfermé, c'est ça que tu vas lui faire faire, alors que tu peux rester tout simplement, prendre tes responsabilités de personne adulte, raisonner et laisser des autres personnes vivre, quoi. Après, ça a été mon opinion et j'en ai un peu voulu à cette génération, mais ça va se changer dans le futur. Je pense que dans le futur, il y aura sûrement des initiatives qui auront été prises pour montrer qu'en fait, il y a une Ouais. majorité qui était pour laisser les enfants vivre et pas. C'est en train de retomber là. Tu vois, le soufflet, on verra. Euh, mais je pense que ça va être analysé au fur et à mesure. Et surtout qu'il y a beaucoup de documents qui sont en train de sortir. Bref. Next, on en fait un Ouais, dernier? un dernier. Allez, je vais dire 7. 7. La procrastination en business. Ah. Je pense et ça peut, enfin, on peut faire un lien. Je vais faire juste une parenthèse sur. Je sors une masterclass. Là, je vais la faire lundi. Donc, pas lundi, quand vous regardez la vidéo, je l'aurais déjà faite depuis longtemps. Sur, en fait, comment lancer son offre en 24 heures, tu vois. Parce que, en fait, le nombre de gens qui procrastinent sur leur offre, ça fait des jours, des mois, des semaines. Ouais. Parfois, ils la sortent jamais, tu vois. Putain. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, la procrastination, elle est liée en numéro un, à t'as une idée, mais t'as peur de la sortir. Et du coup, t'as peur de la sortir parce que t'as peur qu'elle échoue. Du coup, t'as peur d'avoir travaillé pour rien. Du coup, cette peur se transforme en blocage pour te dire, ok, bon, peut-être que ça va pas marcher. Donc, limite, je préfère même pas savoir si ça va marcher. Tu vois. Donc, du coup, tu procrastines, tu procrastines, tu procrastines, tu procrastines. C'est l'insécurité. Tu vois. La deuxième chose de la procrastination, c'est le manque de cadre et d'environnement. J'ai souvent dit récemment, mais si vous voulez arrêter de procrastiner, il faut s'organiser et faire en sorte de hacker son cerveau pour se mettre dans l'initiative de faire les choses. Mm. Ça peut être rajouter dans son agenda des slots de travail sur sa chaîne YouTube, par exemple. Ça peut être rajouter dans son agenda 1 heure de concentration, 1 heure de veille, bref, être plus organisé. La productivité, tu vois.
Je pense qu'il y a des moyens, il y a Elliot Meunier, je pense qu'il en parle souvent de ça, Ouais. de te dire, voilà, comment est-ce que tu peux être le plus efficace et le plus productif possible pour pousser ton cerveau à agir. Ça, pour moi, c'est les deux choses qui prédominent la procrastination. Et enfin, je pense, c'est un peu lié à la première, mais les gens s'attachent beaucoup émotionnellement à leurs idées. Et je pense que moi, j'ai toujours raisonné de la manière suivante, qui était j'ai une idée, je pense qu'elle est bien, je la fais. Et c'est un peu le skin in the game, quoi, tu vois. C'est ok, tu te mets dans le game, tu vois. La première masterclass que j'ai faite, j'avais pas d'idée de post particulière à faire sur LinkedIn. Du coup, je dis ok, vas-y, c'est quoi, je fais une masterclass, let's go. Je fais une page de vente en 2 secondes, je poste mon post LinkedIn, boum, je vois 1000 inscrits. Donc je suis skin in the game, je peux pas dire ouais les gars, je vais annuler le truc, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc genre ça c'est le conseil que je donnerais, de pas s'attacher trop à ces expériences et d'avoir rapidement des résultats. Et dès que tu as les résultats, tu te mets tout seul dans la merde en fait, tu vois. Mais c'est ça qui est positif, c'est ce que je disais au début du podcast, c'est très positif d'être dans la merde, c'est très positif. À ce familier, on disait c'est un problème de riche d'avoir des emmerdes, tu vois, avec ses clients. Et je pense que c'est très positif d'être dans la merde, en fait, d'avoir demandé à des gens de payer un truc qui n'existe toujours pas, tu vois. Parce que, en fait, voilà, tu vois, tu fais un lancement d'une formation, tu as la flemme de la sortir, tu dis, ok, bon, bah, tu sais quoi, je sens que j'arriverai pas à m'y mettre, donc il faut au moins que je vois si ça va marcher. Tu fais une page de vente Stripe, un peu comme ce que tu as fait des préventes, je crois. Non, tu même pas fait de prévente, toi. Non, tu l'avais déjà fait avant. Non. Mais c'est un très bon moyen de se dire, moi c'est ce que j'ai fait sur ma formation de ChatGPT par exemple, que je suis en train de reprendre là. Très bon moyen de se dire, voilà, je lance un nouveau truc, voilà combien ça coûte. L'offre de lancement c'est 150 € plutôt à la place de 500. Et la formation elle sortira en early access en février, tu vois. Ça te laisse 1 mois, tu vois, pour la tournée. Fine, tu vois. Tu te mets dans le skin in the game, tu te lances dans le truc, tu vois. Et c'est difficile de faire marche arrière, même si c'est toujours possible de faire marche arrière. Moi, par exemple, j'avais fait une masterclass payante à un moment. J'avais dit, bon, vas-y, go, je la fais. J'avais fait, je crois, 5000 balles sur la masterclass. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, ça me saoule de le faire. J'ai remboursé tout le monde. Je leur ai envoyé un message, écoutez, désolé, j'ai eu des problèmes personnels, je préfère arrêter. Ok. T'as eu c'est vrai qu'en plus, j'avais eu des problèmes personnels parce que mes parents, à un moment, ils étaient à Tel Aviv au moment des attentats, tu vois. Donc oui, j'étais pas forcément d'humeur de faire une masterclass. Et donc en fait, c'est fine. Ils t'ont répondu, les gens? Ouais, ils m'ont dit, bah écoute, pas de problème. Tant que tu les rembourses, il n'y a pas de, pas de personne galère. t'a cassé les couilles. Ouais, Quoi. pas de galère. Bien, tu ça, leur rembourses 100% de ce qu'ils ont acheté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, je pense que le droit à l'erreur est tolérable. Il faut pas avoir peur Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Tu vois. Après, il y a des entrepreneurs qui sont pas trop à l'aise avec ça, qui sont très perfectionnistes, qui ont vraiment envie que tout se passe bien et tout. Moi, ça m'arrive je lance le truc pour me mettre dans le skin de game. Et enfin, je pense le dernier conseil que je donnerais, et ça vient d'un livre de productivité qui disait que vous vous donnez des objectifs. Donc là, par exemple, on a un objectif de faire au moins 22 épisodes de podcast, tu vois. On est là tous les jours. C'est important d'avoir des objectifs. Plus haut que ce que vous espériez faire, bien sûr. Moi, le première année de chiffre d'affaires que je voulais faire, je me suis dit, ok, vas-y, je fais 350 000 € de CA la première année. Mais je savais que j'allais pas les faire, tu vois. Mais je savais qu'au moins, ça me donnait plus que ce que je veux. Tu les as fait? Non, la première année, j'avais fait 150. Ok. Et du coup, bah, tu vois, si j'avais dit que je veux faire 150, j'en aurais fait sûrement 70, quoi. Donc, c'est important de se donner des objectifs plus élevés que ce que vous pensez faire. Et de comment dire alors c'est un truc un peu bizarre, mais par exemple quand j'ai pas atteint l'objectif que je voulais atteindre, c'est ce que je faisais l'année dernière, quand je me disais putain là j'ai pas eu le temps de le faire, je m'imposais quelque chose à faire en plus que je ne devais pas faire initialement.
pour entre guillemets me punir de ne pas avoir respecté le truc que je devais faire, tu vois. Ça, c'est un peu bizarre parce que tu te punis toi-même. Donc en fait, ça peut un peu te dégoûter de ton taf au final, tu vois. Mais ça peut être aussi un acte de productivité pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est pas mal sur ce que tu as dit. Non, je suis d'accord avec tout. Moi, je suis un procrastinateur de ouf à la base. Et je pense qu'il y a deux trucs. Il y a la procrastination et le manque de persévérance, tu vois. Et la procrastination, je pense qu'il y a du bon dedans, dans le sens où parfois, t'attends que les fils se connectent, mais il faut pas que ça devienne en négatif ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est-à-dire que tu te dises tu vas le faire, mais qu'au final, tu sais pas trop quand, tu sais pas comment tu vas le faire, etc. Et je pense que pour les gens flemmards, ce qui leur fait peur, c'est une liste infinie de choses à faire entre maintenant et le résultat final. Et je pense que c'est pour ça que le plus important, c'est de faire de toujours prendre la version la plus courte pour faire un truc, pour faire une première version, quoi. Et en fait, je me rends compte que souvent, quand tu dis bon, vas-y, là, on chie un truc comme ça, et puis on peaufinera plus tard, tu vois. Au final, tu chies le truc, donc ça te fait une brique. Tu avais besoin de cette brique pour te ramener la deuxième brique. Tu chies la deuxième brique, bon, on peaufinera. Puis on peaufinera. Et au final, tu chies 4 briques, et donc ça te fait finalement ce que tu avais prévu. Alors, c'est pas le truc parfait, mais tu as chié les 4 briques que tu avais prévues. Et finalement, au final, tu te dis, c'est pas si mal. Et puis bon, tu corriges les fautes d'orthographe, tu rajoutes 2-3 trucs, et tu te dis, putain, ça tient en fait, tu vois. Et puis, et tu dis, au pire, on la vend comme ça, puis on dit aux gens qu'on réglera. Et en fait, à la fin, tu balances le bordel, et le nombre de trucs que tu as chié en brouillon et que tu t'es dit, ouais, au peaufinera, et en fait, tu t'y retouches jamais. Et en mode, c'est fou quand, en procrastination, le temporaire devient définitif. Ouais. Et tu vois, moi, le nombre de fois en ghostwriting où j'ai écrit des posts LinkedIn pour les gens, et genre vraiment, tu vois, le mec il me parle, je prends des notes, et puis en même temps, puis après quand il a fini, je prends 10 secondes et je refoule les trucs entre eux. Et je dis, là t'as l'architecture du post, tu refais à ta sauce, tu remets les trucs, c'est pas hyper bien écrit en style et tout. Et le gars fait, non, mais ça va. Et le mec, il copie-colle et il balance le post, ça part viral. Et il change pas une virgule, tu vois. Alors que c'était censé être une version temporaire. Et ça, je veux le dire dans la masterclass, en fait, c'est que en fait, fais du temporaire et de toute façon, quoi que tu fasses, moi, dans tous les cours que j'ai fait, à chaque fois, je demande un tally. Donc, un tally, c'est un formulaire un peu comme Typeform, avec les gens mettent du positif et du négatif. Il y a des gens, j'aurais fait le truc 2 fois moins bien. Je suis sûr, ils m'auraient même pas mis de négatif. Et j'aurais fait le truc 2 fois mieux. Et les gens qui ont mis du négatif, ils auraient trouvé du négatif. Dans tous les cas. Et de toute façon, alors là, je te parle pour la procrastination par rapport à ce qu'on fait. J'ai découvert une statistique d'un article dans Forbes où en fait, la réussite de quelqu'un quand il achète quelque chose, genre un produit éducatif, ça tient principalement à le passage à l'action. Est-ce qu'il s'entend bien avec le prof? Est-ce qu'il kiffe? Et c'est à peine, je crois, 15 ou 20% lié à la qualité du contenu pédagogique. Tu vois. Finalement, c'est comme à l'école. Tu sais combien de fois à l'école, ma coach m'avait dit, toi, t'es le profil neurotypique type des gens qui peuvent avoir des bonnes ou des mauvaises notes en fonction de si le prof change dans une matière. Ça m'est arrivé combien de fois? Et à un moment, j'ai un prof, je vais pas donner son nom, c'était un vieux, et il était très strict, etc. Et puis il faisait comme faire des reproches et tout. Et j'avais pas des super notes, tu vois. Un jour, ce prof est remplacé. Et le prof, déjà, il m'aimait bien, tu vois. Et immédiatement, mes notes, elles ont augmenté. Et en fait, c'était un prof remplaçant. Et quand le prof principal est revenu, le cours, juste après, le premier contrôle, j'avais une bonne note, j'ai eu 15.
Et après, je suis reparti dans les trucs, tu vois. Ça m'est arrivé, ça aussi. Et parce que, en fait, je suis vachement lié émotionnellement au mec qui gère le truc, ça va jouer sur ma motivation, etc. Et dans le cours, c'est pareil, quoi, tu vois. Donc, sur la procrastination, l'important, c'est de faire que le temporaire puisse parfois faire des briques. Et puis le pire, c'est le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme te fait, je pense, prendre 10 fois plus de temps à un truc que tu aurais chié et qui aurait apporté de la valeur principale. Mais le problème, c'est que les gens veulent chier des trucs parfaits. Et rien n'est parfait. Même, regarde, prends un exemple, Instagram. Je prends ma messagerie, je mets ou mon nombre d'abonnés, je mets du plus ancien au plus récent, ça bug. Tu vois. Hier, je parle à un pote, il y a son message qu'il m'a écrit à 21h, il est apparu il y a 2 heures. Tu vois, Instagram, c'est quand même acheté par Facebook, c'est quand même une des plus grosses boîtes au monde, c'est censé être de la technologie qui marche, et ça marche pas. Ouais. Tu vois. Donc, même ces boîtes-là, elles fonctionnent pas. Donc, nous, il faut pas attendre que tout fonctionne 100% parfaitement, tu vois. C'est clair. Il y a une phrase qui dit, si tu lances ton produit sans en avoir honte, c'est que ton produit, il est lancé trop tard. Ouais. Et ça, c'est une MVP, phrase ouais. c'est une phrase qui rentre très bien dans la tête. Moi, il y a 2 trucs qui m'ont fait tilter quand t'as parlé. C'était la première chose d'un concept. Je sais pas si c'est un concept que j'ai inventé, mais c'est un concept que j'ai tapé, mais c'est shit has to be done, tu vois. Ouais. Genre, il y a un moment, putain, mais il faut que tu le fasses, quoi. C'est comme sortir tes poubelles, c'est comme laver tes vêtements. Oui, ça te fait chier. C'est comme faire ton lit, oui, ça te fait chier, mais il y a un moment, prends sur toi, ça va bien se passer, prends 2 minutes, tu vois, dans ton temps pour pouvoir commencer à faire des trucs. D'ailleurs, il y a un ancien militaire qui avait fait une vidéo sur ça qui disait les leaders commencent par faire leur lit le matin, tu sais, parce que c'est la première tâche que tu dois faire et du coup ça te pousse à commencer ta journée en faisant une première action, un premier élément, tu vois, et de te mettre une discipline très rapidement dès le matin, tu vois. Donc par exemple, faire son lit le matin, c'est quelque chose qui peut être un élément pour te mettre... Tu le fais, toi ? Moi, je le fais, ouais, tous les matins. Si, je te jure. Tu fais ton lit tous les matins ? Tous les matins, je remets la couette de mon lit, ouais, bien sûr. Toi, non ? Enfin, tu remets ta couette de ton lit. Je refais mon lit bien, quoi. Genre, tu refais ton lit bien ? Ouais, bah oui. Et genre, tu mets les trucs dans les plis ? Non, je mets pas les trucs dans les plis. Ah oui. Non, je fais mon lit, voilà. Tu remets la couette. Comme un gros saqueur, quoi. Oui, voilà. Non, mais ok. Non, parce que moi, ça m'a. Je sais pas toi, hein, mais les gens avec Make Your Bed et tout, fais ton lit, ils m'ont un peu gavé. Et je comprends le truc. Ouais. J'avoue que. Mais le principe, c'est. Mais je comprends le principe. Ouais, oui. L'idée, elle est intéressante. Non, mais au moins, je comprends le principe. Moi, j'aime bien de plus en plus le principe des routines, clairement. Et de la préparation de la journée. Tu vois, je te dis pas de faire un truc militaire, mais au moins de préparer un peu de trucs, etc., d'être organisé pour, en fait, permettre de réfléchir le moins possible avec le cortex préfrontal, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu n'as pas de décision à prendre parce que la décision, elle est déjà prise. Et ça aide énormément à avancer et à être plus créatif, ouais. Et l'autre truc horrible, c'est que nous, on procrastine dans notre petit monde de solopreneurs, entrepreneurs, mais j'ai des souvenirs d'avoir procrastiné énormément dans les réunions. Et les réunions d'équipe, je trouve que c'est useless as fuck, ça sert à rien. Tu parles de la même chose pendant 1 heure, il y a Michel qui donne son avis, Jean-Jacques qui donne son avis, Justine qui donne son avis. Et en fait, au final, il y a des avis de partout, mais personne ne prend de décision, tu vois, concrète. Donc l'autre élément pour moi, pour éviter la procrastination, c'est de pas trop demander l'avis des gens, parce que ça risque de te freiner. Ça risque de t'arrêter, ça risque de te faire perdre confiance. Et d'autant plus qu'il y a un bouquin qui dit The Mum Quiz, The Mum Test. Mum Test, ouais. Mum Test, ouais. C'est un bouquin qui dit qu'en fait, peu importe l'avis que vous demandez aux gens, si c'est vos amis, ils vont dire que c'est bien, tu vois. Ouais. Et que du coup, leur avis ne vaut rien par rapport au marché que vous allez des vrais feedbacks des clients, quoi. Donc ça sert de toute façon à rien, à part peut-être un peu vous rassurer, vous donner de l'ego. Mais moi, je recommande pas, en tout cas, dans un early beginner entrepreneur, de demander l'avis. Moi, j'aime bien avoir ton avis parce que tu vois, tu es un peu avancé aussi dans le business. En revanche, de demander à des gens qui en ont rien à foutre de ce que tu vas acheter, c'est clairement, c'est une perte de temps, quoi. Donc voilà, ça peut aussi vraiment te faire procrastiner.
Et surtout d'arrêter les réunions dans les boîtes, quoi. Je comprends pas comment c'est possible de faire autant de branlettes intellectuelles Ouais, non, mais là, à parler de n'importe quoi, sauf du sujet urgent, immédiat, quoi. bah écoute, on en parlera la prochaine fois, mais parce que moi, il n'y a pas de réunion chez moi. Et on est à Moi non 5. plus, que WhatsApp. Ouais. Donc, on est bon, le boss? On est bon. Ah, bah c'était un plaisir. Bah ouais, hein, comme d'hab. Hein. Allez, abonnez-vous à cette chaîne et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou Salut, demain. ciao les Ciao. boss du Bossistan.